société telle qu'elle est aujourd'hui, c'est une situation sans précédent. Quand d'un seul coup on comprend ça, on peut déployer, on peut ouvrir un regard généreux et un regard de compassion sur le système tel qu'il est. Les systèmes sont imparfaits. Pourquoi? Parce qu'ils sont créés par des humains. On ne peut pas influencer des gens, on ne peut pas transformer l'état des choses sans ressentir de l'amour. Bonjour belle âme. Si tu cherches à cultiver l'espoir, à avoir de l'impact sur la société, tout en prenant soin de ta santé et de ton bien-être, alors cet épisode est pour toi. Aujourd'hui, je reçois Camille Puip, experte de droit administratif et cheminante en développement personnel et spirituel, au parcours atypique. Je l'ai invitée pour qu'elle nous aide à remettre de l'apaisement et de l'humain dans notre relation au système administratif et au droit à la santé. Parce que souvent, quand on investit beaucoup dans des soins de médecine douce, des programmes de développement personnel, dans une alimentation et un mode de vie de qualité, on peut se sentir en marge du système. Se dire que finalement, nos valeurs, nos efforts, nos sacrifices ne sont pas soutenus par le système en place. On peut se sentir abandonné, marginalisé et entretenir un sentiment d'injustice. Or, si tu as des projets que tu veux déployer dans le monde, tu as besoin des systèmes en place. Tu as besoin de t'inscrire dans l'histoire de notre époque et prendre pleinement ta place pour cultiver le bien-être, la santé mentale et le sens profond de la vie. C'est là que Camille intervient. Elle vient aujourd'hui nous raconter sa vision de l'administration qui redonne de l'espoir et nous raconter aussi l'histoire de notre système de santé français pour t'aider à mieux comprendre d'où ça vient, pour pouvoir te replacer dedans et prendre ton pouvoir là où il est aujourd'hui. Cet épisode, il est constitué essentiellement de deux grandes parties. Une première partie où Camille va nous présenter sa vision spirituelle et historique de l'évolution du droit à la santé en France. Et dans une deuxième partie, nous échangerons sur ce qu'on peut retenir de notre histoire pour créer le présent et se positionner dedans afin de construire le futur. Sur ce, bonne découverte. Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode d'Harmonisant. On est très excités, très en joie avec Camille aujourd'hui pour vous présenter cet épisode. Parce que c'est un épisode assez spécial sur un sujet qu'on n'a pas l'habitude d'aborder quand on est connecté au milieu du développement personnel, du bien-être, de la spiritualité. C'est un sujet lié au droit. Et Camille, en fait, c'est pour moi une espèce de magicienne du droit qui arrive à nous donner envie et magie quand on se connecte aux différentes façons dont le droit impacte notre vie et nous empouvoir aussi. Alors qu'on a généralement plutôt l'impression que le droit, le système, tout ce qui est les règles à suivre sont parfois des choses qui nous oppressent ou qui sont chiantes à manager au quotidien. Et en fait, moi j'ai eu l'occasion de découvrir Camille il y a un peu plus d'un an en travaillant avec toi, Camille, sur le sujet de l'administratif. Donc, on aura probablement l'occasion d'en parler dans un autre épisode ensemble. Disclaimer, hein, avant de commencer et d'apprendre aussi à te connaître un peu plus, Camille, je précise simplement que tout ce qu'on va partager aujourd'hui, il s'agit simplement de notre avis, nos expériences, notre sensibilité du moment. Et évidemment, je vous invite tous à avoir aussi votre propre recul et développer votre propre réflexion en espérant que ce qu'on va partager aujourd'hui va vous inspirer et contribuer à développer votre vision des choses. Donc Camille, je suis tout enthousiaste et excitée de te passer le micro pour déjà te poser une première question qui est est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui te découvrent? Donc je suis Camille Puip. Merci beaucoup de me recevoir. C'est un honneur pour moi d'être là sur ce magnifique podcast que j'adore. Donc je suis entrepreneuse. Je suis juriste de formation, spécialisée en droit administratif. J'ai bientôt 32 ans. Et l'administratif, c'est ma passion. C'est mon bonheur, c'est ma joie. J'y pense tous les jours. C'est certes ma passion globalement dans ma vie, mais j'ai pas toujours été comme ça, aussi joyeuse et heureuse au quotidien. En fait,
Le sujet de la santé mentale, c'est un sujet qui me touche très particulièrement parce que pendant ma vingtaine, donc de mes 19 à 29 ans, j'étais globalement dans une situation de dépression continue. J'ai été pendant plusieurs années sous médication, antidépresseurs, anxiolytiques. J'ai fait un passage en hôpital psychiatrique. J'ai eu un diagnostic d'hypersensibilité, ensuite d'autisme, de TSA, avec des suspicions de bipolarité en lien avec un état vraiment très instable émotionnellement que j'avais et qui faisait que du coup, ma façon de vivre la vie, mon envie de prendre mon indépendance dans ce monde a été très très difficile. C'était un chemin d'embûche. Et plutôt récemment, en tout cas grâce à mon business et grâce au chemin de développement personnel, de déploiement de mes capacités, de compréhension de comment l'univers fonctionne, le fait que je développe mon intérêt, mes capacités spirituelles, m'a mené aujourd'hui à vouloir vraiment offrir le fruit de ces compréhensions et ces grands résultats que j'ai obtenus dans ma vie qui fait que aujourd'hui en tout cas je dis à qui veut l'entendre que je suis heureuse. Peu de gens, je trouve, disent avec grande simplicité et grand détachement je suis heureux. Peu importe ce que je vis dans ma vie, peu importe les souffrances physiques, les émotions, il y a une continuité, un état profond de bonheur. Et mon business, c'est d'accompagner les entrepreneurs, les personnes qui ont envie d'offrir mieux pour ce monde, c'est-à-dire qui regardent le monde tel qu'il est et qui ne s'en contentent pas vraiment, qui ne sont pas satisfaits, qui disent «Ah, ça pourrait être mieux» et qui savent que dans un domaine très spécifique, ils veulent offrir mieux. Et quand ils regardent le système tel qu'il est, et surtout par rapport à l'administratif, tout ce qui est mise en action très concrète, relation avec les autorités, et aussi relation avec l'argent, le fait d'avoir un business qui fonctionne et qui s'expand, regardent ce système-là et se disent «Ah non, c'est pas pour moi», qui se sentent peut-être persécutés, qui se sentent victimisés, qui se sentent incompris, qui ont un sentiment en fait d'être en conflit et en combat. Ces personnes-là, qui m'inspirent énormément, je les accompagne à développer leur puissance administrative, à utiliser le système tel qu'il est aujourd'hui, en le comprenant comme un tremplin pour réussir. Et donc, j'accompagne des entrepreneurs depuis 2021, dont toi, Céline, et c'est vrai que l'expérience que j'ai eue avec toi dans ton accompagnement, de séance en séance, je pouvais constater ta transformation, l'application très concrète, en fait, de ces compréhensions que tu développais. C'est à la fois un changement de positionnement intérieur, mais c'est aussi le fait d'acquérir des connaissances très très concrètes. Et ça, c'est ma plus grande joie, c'est mon plus grand privilège. Et c'est pour ça que ça me tenait beaucoup à cœur. J'ai beaucoup de joie de participer à ce podcast pour offrir aux personnes qui te suivent, qui sont intéressées par la spiritualité, le bien-être, qui ont envie de transformer ce monde, qui ont un amour pour le monde, à déployer vraiment, à poser des nouveaux niveaux de compréhension et à ressentir que l'administratif est en fait là pour eux, pour leur réussite. L'administratif existe pour la réussite et pour le progrès. Merci beaucoup Camille pour cette présentation. Je suis toujours très émerveillée de comment tu arrives à te poser avec de la transparence, de la vulnérabilité, et en même temps, il y a cette droiture et cette puissance que j'apprécie beaucoup chez toi, qui m'a beaucoup inspirée, moi qui étais très, très dans le fluide, un peu volatile parfois. Et du coup, moi, ce que j'invite les personnes qui te découvrent à recevoir dans leur cœur, c'est à quel point, Camille, l'endroit d'où tu parles, c'est un endroit où tu as expérimenté beaucoup dans ton propre cheminement, en fait. Et c'est pour ça que ça m'intéresse de parler de droit avec toi,
de droit administratif et de tous ces sujets qui habituellement sont un petit peu, relégués sur le plan matériel. Mais en fait, tu les abordes toujours avec beaucoup de profondeur et d'humanité. Et c'est ça vraiment que j'ai envie que les personnes qui nous écoutent puissent, découvrir aujourd'hui et recevoir. C'est comment est-ce qu'on peut humaniser, le droit, l'administratif? Comment est-ce qu'on peut avoir une relation avec d'humain à humain? Et de sentir aussi comment en fait on est tous en train de cheminer et que, bah, le système aussi chemine. C'est pas quelque chose de fixe et de rigide, c'est quelque chose qui est créé par les humains. C'est des grands courants d'énergie aussi qui structurent l'existence des systèmes. Donc c'est des sujets qui sont très intéressants et aujourd'hui, on va se concentrer essentiellement sur, le rapport au droit, à la santé, au bien-être parce que avant même d'entreprendre des projets et ça, c'est ce que je vois beaucoup quand je l'accompagne en tant que thérapeute. D'ailleurs, je me suis pas présentée. Pour les personnes qui me connaissent pas, je m'appelle Céline et je suis thérapeute, formatrice dans le bien-être, développement personnel, l'estime de soi et mon travail, c'est d'amener les personnes à se sentir suffisamment en sécurité intérieurement, suffisamment en harmonie intérieurement pour pouvoir créer de façon alignée avec le monde et donc par conséquent se sentir en harmonie avec le monde et en sécurité ou au moins en paix avec les environnements qu'ils fréquentent et dans lesquels ils ou elles se déploient. Et en fait, ce que je sais, c'est qu'avant de réussir, ou en parallèle même de la réussite, d'une activité ou d'un projet qui nous tient à cœur, eh bien, notre propre énergie, notre propre positionnement, tu as utilisé ce terme-là et on va beaucoup en parler aujourd'hui, notre propre positionnement, il est essentiel, il est déterminant sur nos résultats. C'est pourquoi, j'avais vraiment envie de commencer à parler depuis cet espace très perso du droit. Cet espace de la santé, c'est quelque chose qui nous concerne nous, mais qui concerne aussi nos proches. Enfin, je veux dire, c'est dans la vie personnelle, la sphère intime et et donc bah, ce que je propose, c'est qu'on rentre, un peu plus dans le vif du sujet. Merci beaucoup Céline. Effectivement. Le système présent, palpable, actuel, il est très, très, très récent. On est encore en train de l'explorer, de chercher à comprendre vraiment comment il peut s'exprimer de la meilleure des manières. Il est littéralement work in progress. Mais comme à l'échelle d'un humain qui a une espérance de vie, on va dire de 80/100 ans, ce qui est énorme quand on pense à l'espérance de vie de nos ancêtres, ça nous donne la sensation que, de l'ordre de notre espérance de vie, on n'a connu que ça, on n'a connu que l'état-providence. Ça nous donne ce biais cognitif que ça a toujours existé. Mais le fait de prendre du recul et d'avoir une vision macro de OK, comment l'humanité a globalement évolué, comment les systèmes ont évolué, l'humanité a progressé à la manière d'un être humain. Ma conviction, c'est que le niveau de progression dans lequel est l'humanité au moment présent où on parle, si on le compare au niveau de progression d'un humain, c'est le début de l'adolescence. Un humain, il naît, il est bébé, il grandit, il apprend à marcher, il apprend à parler. C'est l'enfance. Et si on regarde l'enfance en termes de sensations, quand on se remémore sa propre enfance, on a la sensation que l'enfance a duré tellement longtemps. V'là du temps s'est écoulé. On se dit: «Mais comment j'ai pu occuper mes journées?» Les journées étaient si longues. Et ben, c'est exactement la même chose avec l'humanité si on se regarde. On est en 2025, à compter de la naissance de Jésus-Christ. Donc, c'est pas l'âge de l'humanité, 2025 ans, même si c'est déjà énorme. Avant, il y a l'an zéro, il y avait encore beaucoup de temps. L'humanité avait déjà bien progressé. Toute cette période-là, elle est très longue. Et moi, je la compare à l'enfance de l'humanité. Donc l'enfance, c'est le moment où on teste, où on apprend les bases. On apprend les bases de l'éducation. Et là, l'humanité est rentrée dans l'âge de l'adolescence, dans le début de l'âge de maturité. Et l'adolescence, c'est quoi? L'adolescence, c'est le chaos. L'adolescence, c'est la prise de responsabilité, c'est recevoir d'un seul coup de l'argent pour aller acheter, faire des courses, sortir tout seul, en centre-ville, voir des amis, être confronté au monde réel
recevoir une quantité incroyable de responsabilités sans en avoir la capacité. C'est ça l'adolescence. C'est l'adolescence, c'est le moment où on fait toutes nos erreurs. On est censé les faire en tout cas, pour en apprendre de ses erreurs. Et on est dans une phase comme ça où c'est normal. Quand on regarde des adolescents qui font des choses étranges dans la rue, on va pas se dire: «Mais enfin, ils sont censés, avoir un CDI et élever des enfants, que sont-ils en train de faire là dans la street, de manière chaotique?» Non! C'est leur rôle, c'est leur réalité actuelle. On ne leur en tient pas compte et quand ils dépassent les limites, quand ils commencent à franchir des barrières et qu'ils se retrouvent dans des propriétés privées à casser des trucs, je dis pas que tous les adolescents font ça, mais c'est ce qu'on peut très légitimement, imaginer que des adolescents puissent faire, bah là, on va les ramener sur, un terrain légal en disant: «Eh alors bon», en fait, on va recadrer. Il va y avoir de la casse, c'est un crash test et l'humanité telle qu'elle est aujourd'hui, c'est une situation sans précédent. Jamais dans l'histoire de l'humanité, on a eu tous les peuples du monde qui ont conscience les uns des autres et où, individuellement, chaque personne, suivant le peuple dans lequel il est, a toute la liberté pour faire globalement ce qu'il souhaite. Peu importe même le système juridique dans lequel on est libre. Tous les êtres humains ont cette conscience-là que: «Eh mais en fait, c'est moi qui choisis ma vie». Si j'ai envie de me soumettre à un système de pensée, un système légal, je le fais dans ma conscience à moi. Ce niveau de conscience-là, de responsabilité interindividuelle, elle est sans précédent. Jamais dans l'histoire de l'humanité on a connu ça et c'est un début. Quand d'un seul coup on comprend ça, on peut ouvrir un regard généreux et un regard de compassion sur le système tel qu'il est et déployer une conscience d'espoir. Quand on regarde un adolescent boutonneux qui fait des fucks et qui dit: «De toute façon, je comprends rien, vous m'énervez», on le regarde pas en se disant: «Ah, c'est un échec, hein». On sait qu'il est plus que ce qu'il est. On sait qu'il va devenir autre chose. Suivant le positionnement qu'on a, on peut se dire: «T'inquiète pas, tu vas te ranger, tu vas te marier, tu vas avoir des enfants, tu vas avoir un CDI». On peut aussi le regarder en se disant: «Waouh, il développe des capacités de justice et il a une vision qui est tellement novatrice, il va créer des choses absolument incroyables». En fait, peu importe. Dans tous les cas, on le regarde et on dit: It's a phase». C'est une phase, l'adolescent. Les boutons vont partir, Inch'Allah. On peut développer ce regard-là pour l'humanité telle qu'elle est aujourd'hui, pour les systèmes dans lesquels ils sont. Les systèmes sont imparfaits. Pourquoi? Parce qu'ils sont créés par des humains. Mais qui dit ce n'est pas parfait, dit c'est améliorable. Et personnellement, l'état dans lequel je suis à l'heure actuelle, c'est de poser un regard d'amour immense sur la réalité. Parce que c'est déjà spontanément ce qui m'est venu au fur et à mesure des années que j'ai passées à me transformer, à travailler sur moi et à avoir des activités de service, mais c'est aussi très pragmatique parce qu'on ne peut pas influencer des gens, on ne peut pas transformer l'état des choses sans ressentir de l'amour. Jusqu'à présent, ce que je vois beaucoup, l'image qu'on a des personnes qui transforment le monde ou qui sont dans cette mouvance-là de transformer, d'améliorer les choses, elles sont beaucoup dans la revendication et dans le fight. Quand on regarde les grands noms de ceux qui ont transformé le monde, qui ont lancé des mouvements, c'est généralement des personnes très paisibles et des personnes qui sont beaucoup dans leur responsabilité personnelle et qui expriment beaucoup d'amour. Et l'amour, en tout cas, ce que je veux inviter les personnes qui nous écoutent à réfléchir, à déployer, c'est que l'amour n'est pas un sentiment, c'est une qualité. Et cette qualité d'amour, ce regard d'amour, il est à travailler, à renforcer. Mais je te remercie beaucoup, Camille. Ça me donne envie de rebondir sur ce que tu dis, justement. C'est important parce que la surface qu'on voit du droit et l'état actuel des choses et les choses sur lesquelles on pourrait avoir un regard critique ou du ressentiment,
Je pense qu'on ne peut pas le dépasser, ce conflit, si on ne vient pas dans ces profondeurs-là que tu as abordées. Donc merci d'avoir répondu à ce qui se passe en fond. La première chose, en fait, pour pouvoir aider les personnes qui nous écoutent à se réconcilier avec le système actuel, à pouvoir trouver cette connexion humaine et même spirituelle avec le système, ce serait de commencer par dire, mais ok, mais le système de santé actuel, d'où est-ce qu'il vient? Ce droit à la santé, qui est un vrai droit, hein, je le mets entre guillemets par rapport au passé, mais du coup, le droit à la santé n'était pas un droit à la santé. On l'appelait pas comme ça, on l'appelait la charité. L'état actuel de la France, qui a évolué aussi, hein, ses frontières ont changé au fur et à mesure des années, des systèmes, des institutions politiques qui l'ont composé. La France, l'État français est un État de culture judéo-chrétienne. Donc, pendant très longtemps, à partir de Clovis, on peut dire, dans les années 400 après Jésus-Christ, la religion chrétienne, la puissance chrétienne était complètement liée à la puissance politique. Et du coup, le droit, le fonctionnement des institutions était un fonctionnement des institutions chrétiens, dans les très grandes lignes. Et globalement, ça se divisait entre le pouvoir régalien représenté par le roi, l'empereur, avec tout ce système profane, administratif, exécutif, etc. Et la partie ensuite purement religieuse, l'autorité du Vatican, avec ses représentants d'autorité qui sont sous subordination du Vatican, etc. Ces niveaux hiérarchiques qui se retrouvaient en France sous l'état du clergé. Et le clergé, en fait, c'était lui qui était en charge, on va dire, de la santé publique. Publique au sens public, la santé des nobles, des personnes privilégiées, elles s'en occupaient elles-mêmes, elles avaient de l'argent pour ça, tout ce qui était de l'ordre du soin. Et c'était très individuel. C'était pas systématisé à proprement parler. Les gens se débrouillaient. Et du coup, quand les personnes, la grande majorité, le fameux tiers-état, n'avaient pas les moyens d'avoir recours à la santé, à ce moment-là, ce qui existait pour eux, grâce à l'Église, c'était le système des hospices. Et ça, ce qui a été mis en place par le clergé chrétien, ça peut partir d'un bon sentiment, parce que on sait que la religion, c'est à la fois forcément la spiritualité, le rapport plus grand que nous aux qualités spirituelles, mais on sait aussi que le clergé, c'est pas que ça, c'est aussi une dimension de pouvoir et de maintien de l'ordre. Donc la dynamique, c'était surtout la question de la salubrité publique. Parce qu'au bout d'un moment, les grandes épidémies qui ravagent un pays entier, qui déciment des populations, ces populations qui travaillent la terre, qui du coup créent de la nourriture, cette nourriture qui est nécessaire pour que les nobles, pour que le pouvoir en place puisse gérer, orienter le pays et surtout maintenir en fait la cohésion territoriale face aux invasions potentielles extérieures. C'était vraiment très pratico-pratique, c'était beaucoup une question de survie. Je la lie à l'enfance. Quand on est enfant, on est très concentré sur bon, est-ce que je peux manger? Est-ce que. En fait, les réflexions sont très ici maintenant. On est en construction. Notre part matérielle animale, elle est très très présente. Elle s'exprime beaucoup. Et du coup, bah, le parent, on va dire, c'était l'Église, c'était elle qui donnait la direction. Et les hospices, c'était vraiment pas glorieux. C'était pas glorieux du tout. Même si les hospices existaient, la situation à l'époque, jusqu'à la moitié du 19e siècle, donc longue période, c'est ce qu'on appelle la misère. La misère, elle a beaucoup été retranscrite par Victor Hugo. Victor Hugo, c'est quelqu'un à l'époque du 19e siècle qui était très touché, qui avait une obsession, pas juste par la misère, mais par une vision de ce que serait la société si la misère n'existait plus. Et c'était pas juste un artiste, un immense poète qui est connu mondialement, qui est une très grande référence à l'heure actuelle. C'était aussi quelqu'un qui était engagé politiquement. Il était député. Et du coup, il l'exprimait à cette époque
aux autres membres du Parlement et ensuite lors de congrès internationaux pour la paix, l'enjeu de la santé publique. D'un seul coup, la santé publique devenait un enjeu politique. Il exprimait que on pouvait constater que, par exemple, quelqu'un qui a une activité libérale, un écrivain, a été retrouvé mort de faim chez lui depuis 4 jours parce qu'en fait, il avait juste pas les moyens de se nourrir ou quoi que ce soit et personne n'a globalement fait quoi que ce soit. Il y a pas de système pour accompagner les gens à ce qu'ils survivent. C'est vraiment débrouille-toi, c'est entre toi et ta famille, Dieu. L'État était très en dehors de la sphère privée, complètement. Encore une fois, en contradiction avec l'État-providence, où là, on a l'impression que toute notre vie personnelle, l'État a quelque chose à dire. Et c'est pas le cas, d'ailleurs. On passe d'un extrême à l'autre, en termes d'impression. Et à cette époque, du coup, au milieu du 19e siècle, est apparue cette notion-là de OK, en fait, nous, autorités politiques, ministres, représentants du gouvernement, sachant que les systèmes politiques ont changé, les régimes juridiques ont changé, on est passé quand même d'un système monarchique à un système républicain en passant par un système d'empire. Je veux dire, le niveau de l'adolescence, il était bien intense. D'une année sur l'autre, tout pouvait se transformer. On arrivait à un niveau de stabilité politique relatif, où on a compris que pour passer au niveau d'après, sachant que tout s'accélère avec l'industrialisation, avec la révolution industrielle, on a besoin que le gros de la population, celle qui génère la valeur, le PIB, en fait, on a besoin que ça step up. On voit le petit groupe de personnes privilégiées, de personnes lettrées, de personnes riches. On voit que, bon, c'est bien, on est entre nous, etc. Mais le niveau de santé, le niveau d'éducation, tout va ensemble, hein, de la population, il faut qu'on passe un cap. Donc il y a une réflexion nouvelle qui s'est faite depuis les sphères d'autorité. Et c'est là où le droit à la santé est apparu. Ça a été initié du coup grâce aux bases de la Révolution française de 1789, donc au siècle précédent, de la reconnaissance du principe d'égalité. C'était very new, c'était wow! Tous les citoyens naissent libres et égaux en droit. Punchline. C'était foufou, hein, c'était vraiment foufou. C'était très très avant-gardiste pour l'époque. Donc ça s'est ancré, c'est devenu les fondations du système politique, c'est retrouvé dans la Constitution, c'est la norme suprême du système juridique de l'État. Et au début du 19e siècle, on se retrouve avec des premières réglementations pour l'hygiène publique. On retrouve des réglementations sur l'eau potable, sur l'assainissement des eaux, pour endiguer les épidémies. Déjà, on se dit, les épidémies, no more. Je suis contre l'épidémie, donc c'était très réactif. Ensuite, ça s'est construit et ça s'est accéléré. On voit qu'en 1893, on a l'assistance médicale gratuite pour les plus pauvres. Donc le système des hospices est ensuite récupéré par l'État. Se dit, bah, maintenant ça me concerne, c'est moi qui vais prendre en charge cette compétence. Donc je vais mettre des critères. Et s'initie ce premier concept-là de dire, ah, plus t'es pauvre, plus t'as droit à des trucs. Ça, c'est le contraire. Hmm. Avant, c'était le contraire. Plus t'es riche, plus t'as droit à des trucs. Et là, c'est non. Ah, lui, il est plus pauvre que moi, ça veut dire que lui, il a droit à ça. Et aujourd'hui, c'est tellement intégré de se dire, oh non, il faut surtout pas que je gagne trop d'argent, sinon j'aurai plus droit à la CAF, sinon j'aurai plus droit à la prime d'activité, sinon je vais devoir payer plus d'impôts, je vais passer un cap dans le barème de l'impôt sur le revenu. Mais c'est tellement nouveau. Et ça s'est initié à ce moment-là, en mettant des critères de niveau social. Principalement parce que ça vient de cette réflexion-là de se dire, ça va pas. Le niveau est trop bas, les standards sont trop hauts. Il y a un gap entre la réalité actuelle, l'état de santé, le comportement des individus, comment ils se comportent, comment ils sont éduqués, à là où on veut aller. On a des niveaux de standards qui sont très élevés. On ne sait pas trop d'où ça vient d'ailleurs. Parce que ça fait partie de cette notion de progression dans sa globalité du niveau de conscience de l'humanité. C'est vraiment des adolescents. C'est des adolescents qui se disent mais on n'est pas censé être là,
Victor Hugo, si vous lisez Victor Hugo, dans toute cette dimension où si vous lisez Les Misérables, si vous rendez c'est un ado. Victor Hugo, c'est un ado, il pète des câbles constamment, il dit: «Ça va», mais ça va pas, ça va pas, et on dit pas que c'est un ado, on dit que c'est un révolutionnaire. Mmh. Vraiment juste avant le XXe siècle, le niveau de logique, il est fou. Et on connaît les lois Jules Ferry, encore une fois, la santé va avec l'éducation, avec tout ça, c'est tout ce qui est de l'ordre, en fait, du service public qui se met en place. Et pendant l'entre-deux-guerres, donc 1928-1930, les années folles, on trouve les premières lois sur les assurances sociales. On commence à regarder au-delà de ce qui est, au jour le jour, et à se projeter dans le futur. On commence à réfléchir aux risques. Puisque, encore une fois, le système industriel implique des nouveaux risques, des nouveaux dommages à des échelles beaucoup plus grandes. Avant, on n'était que sur l'artisanat. L'artisanat, bon, tu as un marteau, tu te fais de mal avec le marteau, ton employé dans ta petite boîte d'artisan, de cordonnier, se fait mal, bon, ben, on s'arrange entre nous, quoi. Là, on est sur des systèmes industriels, on est sur de l'automatisation, on est sur des employés, on connaît même pas leur nom. Les employés ne connaissent pas le patron. On est sur des ouvriers qui habitent des maisons, des cages à lapins. Il y a pas assez de lumière pour tout le monde, il y a des déficiences en vitamine D. Waouh, 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 waouh! C'est massif, les dommages. Les dommages purement dommageables qui sont des résultantes du système industriel, on n'aurait jamais pu imaginer ça. C'est des niveaux de maîtrise technologique. Les ingénieurs, là, ça explose. En fait, c'est ça, c'est de l'explosion intellectuelle, hein, l'explosion de maîtrise technologique forcément appliquée in concreto dans la vraie vie, et bah, ça a des effets sur la population. La population, on a besoin de la population pour avoir de la main-d'œuvre. On a un système qui est super, qui est tout bien, qui est génial. S'il y a personne pour le faire fonctionner, pour activer ce système, ça sert à rien. Donc en fait, cette vision-là de se dire: «Oh, il faut que les gens restent en vie». OK. Après, il faut que les gens aient envie de travailler. Ça s'est développé un petit peu. Les ouvriers, d'un seul coup, se disent: «J'aimerais bien que mes enfants fassent des études. J'aimerais bien que mes enfants soient pas ouvriers. J'aimerais élever le niveau social». Parce que regarde, ils vont à l'école. Avant, qui allait à l'école? Les écoles n'existaient pas. L'éducation se faisait par précepteurs, c'était des tout petits groupes, et cetera. Donc, pendant l'entre-deux-guerres, ensuite on a la Seconde Guerre mondiale. Et c'est très intéressant parce que c'est les crises et victoires et c'est aussi la force d'intégration et de désintégration. On voit que c'est une force d'intégration qui se met en place. On veut élever le niveau de tout le monde tous ensemble. C'est pas juste une oligarchie qui se dit on veut devenir les rois du pétrole et pendant que la population famine, etc. En France. Je vous donne un exemple à la même époque. En Iran, c'était pas ça. En Iran, c'était justement cette idée de on est tous ensemble, on est bien. Dans notre petit groupe, la population, famine, cata, œillère. Ça c'est de l'obscurantisme. Et justement, donc ça c'est en Iran, une réalité qui est très différente de la réalité française, et encore une fois, le niveau de conscience mondial n'était pas encore développé tel qu'il est aujourd'hui. Pendant l'entre-deux-guerres, on a cette évolution-là, cette force d'intégration qui se met en place. Immédiatement après, on a quoi? On a l'une des plus grandes forces de désintégration du XXe siècle qui arrive de manière tellement brutale, tellement traumatisante. Le contraste, il est fou. C'est deux trains qui se rentrent l'un dans l'autre. On se retrouve dans une situation critique, tout est critique, pour que juste après la guerre est arrêtée, c'est génial. C'est génial, la guerre est arrêtée. Est-ce que c'est la paix? La paix, au niveau de la définition des Nations Unies, la paix n'est pas l'absence de guerre. La paix, c'est beaucoup plus que l'absence de guerre. Et la paix, ça se construit. Et du coup, en 1951, ce qui s'est passé, c'est que c'est dans ce niveau de tension absolue et d'enjeux fondamentaux et d'enjeux mondiaux, on n'est pas juste à l'échelle de la France, ni à l'échelle des pays en Europe, on est à l'échelle du monde, est arrivée cette notion-là
il faut qu'on construise la paix, il faut que ce soit l'objectif. Avant, l'objectif des États séparés, c'était de maintenir l'intégrité de leur territoire et d'augmenter ensuite cette puissance souveraine. Là, d'un seul coup, on n'est plus, il n'y a plus cette réflexion de chef d'État individuel, ça a été, on s'est tous réunis autour d'une table, grosso modo, et on s'est dit comment on construit la paix. Moi, ce qui me touche dans ce que tu partages là, c'est vraiment cette notion que il y a eu, à un moment donné, à la suite de toutes ces guerres, à la suite de tous ces échecs de paix, un élan qui a généré le système de l'État-providence, en tout cas qui a dit: «Bon, maintenant, on le met en action». Parce que c'est de ça dont on a besoin. Le niveau de conscience était suffisamment élevé, il a atteint ce niveau-là. Et du coup, a été mis en place un système d'intégration européen. Il faut vraiment garder en tête que l'Europe, c'est pas juste l'Europe. L'Europe, c'est elle qui a créé les États-Unis, parce que les États-Unis, c'est quoi? C'est des colons européens qui mis en place ce qui a ensuite techniquement été mis en place en Europe. C'était des avant-gardistes. L'Europe, c'est les États qui ont colonisé le monde. Donc le système, le fonctionnement européen a été importé un peu partout de manière différente. Mais l'Europe, c'est la puissance mondiale. Et la puissance mondiale, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, a dit on va s'unifier, on va se rendre interdépendants économiquement les uns des autres. Ça, c'est la France et l'Allemagne qui, pendant des siècles et des siècles et des siècles et des siècles, étaient ennemis et étaient toujours dans cet enjeu de invasion et de récupération de territoire, etc. C'était vraiment les enfants, quoi, qui veulent pas partager les jouets. C'est le frère et la sœur qui se détestent, qui disent qu'ils se tapent, etc. C'est conflit permanent. C'était pas la guerre froide. C'était conflit ouvert, libre, projection, ah mais eux c'est des monstres, ils sont pas comme nous, ils parlent pas la même langue que nous, etc. C'était ça. Là d'un seul coup c'est oh, je vais enlever ma souveraineté économique entre guillemets au profit de mon ennemi de toujours. C'est vraiment les frères et sœurs qui disent bon bah maintenant on vit dans la même chambre. On s'apprécie pas, on s'aime pas, mais on n'a pas le choix. Papa et maman nous ont donné une seule chambre. On a conscience qu'on est ensemble et que on a une responsabilité qui est plus grande que nous. Et ça a été mis en place en 1951 et ce qui a été du coup le début de ce qu'on connaît aujourd'hui qui est l'Union européenne, qui est un objet juridique international unique, qu'on appelle sui generis en droit, en latin, pour dire que c'est sa propre catégorie, ça n'existe pas. Et ma conviction, ma certitude quand on arrive à l'heure actuelle, parce qu'on vit dans l'Union européenne, ça c'est notre réalité, qui est très récente encore une fois, ma certitude, quand on projetait un peu, faire ce qu'on appelle du droit prospectif, se projeter dans le futur, c'est que ce système juridique, politique, qui est l'Union européenne à l'heure actuelle, qui est une organisation internationale d'intégration d'États, c'est une version bêta de ce que sera le futur de l'humanité. Ma vision personnelle de l'avenir de l'humanité, c'est un État fédéral mondial. Dans le sens où il y aura des pays, il y aura des nations qui seront toutes très diverses, comme c'est le cas aujourd'hui, mais qu'il y aura une autorité unique, de la même manière que pour les États-Unis, puisque les États-Unis c'est un système d'État fédéral, une autorité unique qui va harmoniser le fonctionnement et il y aura des niveaux de standards fondamentaux qui seront les mêmes partout dans le monde. Et il y aurait une égalité totale de chaque habitant. Donc, vous regardez les États-Unis, vous voyez que quelqu'un qui est né dans un État peut librement aller vivre dans un autre État. Mais il y a un flux, en fait, un flux des personnes qui est libre. C'est la vision que j'ai personnellement, et c'est la logique absolue, c'est la progression logique de l'humanité. On peut complètement être incrédule, c'est-à-dire ne pas croire à cette vision-là, mais si on laisse de côté ces croyances liées à ses traumatismes et à sa vision pessimiste, parce que c'est la norme, hein, la vision pessimiste qu'on a, encore une fois, quand on est ado, on se visualise pas dans un niveau de succès absolu avec la certitude qu'on va l'atteindre, hein. On l'espère peut-être, mais il y a un gap en fait entre ce qu'on ressent aujourd'hui
et la manière dont on perçoit l'avenir. Mais en tout cas, si on regarde la logique, on voit bien que c'est le niveau de progression, que la paix telle qu'on la conçoit, quand on pense à quelqu'un qui a fait Miss France et qui dit: «Je veux la paix dans le monde», waouh! On est généralement assez moqueur et on prend une distance, on va tout de suite utiliser du cynisme parce qu'en fait, on ne sait pas accueillir cette notion-là. Elle est trop grande, elle est trop glorieuse, elle est trop noble, elle est trop et du coup, on l'attribue à de la naïveté. On ne sait pas porter ça, en fait. On n'a pas le contenant suffisant pour cette vision aussi grandiose. Pourtant, c'est ce vers quoi l'humanité tend et c'est ce à quoi toutes les âmes humaines aspirent. Et c'est très intéressant de voir que du coup le développement même juridico-juridique, administratif, s'est développé pour devenir un précurseur pour ça, une version bêta. On a aussi, je vous ai parlé de l'Union européenne, on a aussi la naissance des Nations unies. C'est ce qu'on appelle la gouvernance mondiale. C'est des termes officiels. Est-ce que ça parle pas déjà de cette version du futur, de cette version du système administratif futur, la gouvernance mondiale? Ça, la notion de gouvernance mondiale, elle est très très récente. Aujourd'hui, c'est une toute nouvelle vision et c'est beaucoup redescendu au niveau peuple, au niveau individu et à un niveau de responsabilité. Et quand j'initie du coup cette notion de responsabilité, c'est aussi pour parler forcément de ce rapport à la santé. C'est monté très haut, on peut regarder n'importe où. On peut aller regarder bien évidemment les autres pays d'Europe, hein. La France en Europe n'est pas le top, top, top au niveau de cette politique de santé. Mais le niveau est quand même très élevé et on a comme atteint un plafond, on se rend compte que c'est les individus qui sont en charge de leur santé. On a élevé les standards et maintenant on est redescendu à OK, mangez 5 fruits et légumes, faites de l'exercice, marcher tant de minutes est bon pour la santé. En fait, il y a vraiment une sphère entre, OK, la santé telle qu'elle est en termes de il faut quand même que les gens soient en capacité de travailler, à le développement, le fait de progresser en tant qu'individu et le sens qu'on met dans sa vie, tout cet aspect holistique. Là, l'État, et c'est grâce aux libertés fondamentales, dit: «C'est de la liberté de conscience». On va pas lui dire, comment s'alimenter, on va pas lui dire, à quelle heure se lever chaque matin, on va pas lui dire, quelles sont les affirmations qu'elle doit se dire et cetera. C'est de la liberté individuelle de chacun des individus et moi, État, je m'impose de m'empêcher de porter atteinte à ces libertés-là. J'ai besoin, moi, État, que le système fonctionne, qu'il y ait de l'argent qui rentre dans les caisses de l'État, qu'il y ait de la valeur qui soit générée. Pour ça, j'ai besoin que les gens prennent des initiatives. Pour qu'ils prennent des initiatives, il faut qu'ils soient libres. On peut s'imaginer vraiment cette vision du parent. L'État-providence, c'est un parent qui regarde l'adolescent et qui dit: «Je vais subvenir à tes besoins. C'est mon rôle, je le reconnais. Mais par contre, je ne vais pas t'imposer d'être qui que ce soit. Je suis là pour te donner toutes les conditions pour que tu deviennes qui tu es censé devenir. Qui suis-je, moi, ton parent, pour te dire qui tu es, ce que tu dois faire, quelle est ta mission de vie? I mean, j'en sais rien. C'est à toi de trouver ce chemin-là. Mais je te donne toutes les meilleures conditions pour que du coup tu n'aies pas à réfléchir à mince, comment je vais manger demain? Mince, j'ai froid, il y a l'hiver, il fait froid, comment est-ce que je vais faire pour survivre au froid? Non, tout ça, c'est moi qui m'en occupe. Je te mets bien. Mais par contre, t'es face à toi-même pour tout le reste. Merci Camille, j'adore. Je pensais pas qu'un jour, parler de droit pourrait être aussi intéressant et stimulant d'un point de vue de spiritualité ou de regard sur l'humanité. Et j'ai envie de rebondir là sur ce que tu viens de dire, parce que ça me fait aussi des compréhensions là en direct par rapport à cette, cette relation parent-enfant. Je trouve que cette image, elle est importante et intéressante pour nous aider justement à humaniser encore plus le système et à comprendre pourquoi le système peut être dans cette posture-là et pourquoi nous, on est dans la posture dans laquelle on se trouve. C'est-à-dire que, je dis, voilà, avec l'État-providence, quelque chose de très parental dans l'énergie. Et souvent, quand on est ado, bah, c'est le moment où on est en conflit aussi avec les parents. Parce que le parent a une certaine rigidité,
parce qu'il a une mission en tant que parent, c'est effectivement de subvenir à certains besoins de l'enfant. Et l'enfant, ici ado, commence à développer une conscience qui est parfois, juste et parfois, pas tout à fait exacte, mais en tout cas, il commence à développer une conscience de: «Mais qu'est-ce que moi j'ai besoin?» Et donc, des fois, il y a une forme d'ingratitude ou de non-conscience de l'intention du parent et qui est plus perçue comme: «Mais tu m'empêches d'accéder à ce dont j'ai besoin. En fait, là, j'aurais besoin de vivre des trucs et ton cadre me gêne ou ton cadre est pas adapté. Donne-moi ce dont j'aurais besoin». Et en fait, le parent, il dit: «Beh, moi, je peux te donner que ce que moi, je peux te donner, en fait. Je me suis structuré d'une façon pour pouvoir te donner ça. Toi, évolue, me demande pas de changer moi». Il y a un peu ce côté-là de: «Moi, je fais mon taf, fais ton taf, toi, de vivre ta vie» et voilà. C'est quelque chose qui est super intéressant parce que ça nous permet aussi de mettre de la cohérence là dans qu'est-ce qui se passe et ces sentiments qu'on peut avoir hyper conflictuels, de se dire: «Mais ah, d'un côté ça m'aide, j'en bénéficie, mais de l'autre côté je le critique parce que c'est pas parfait et moi j'ai une vision qui est tellement différente de ce que le système m'a donné jusqu'à présent. Je veux autre chose, je veux le faire évoluer». Et quand on est ado, en fait, la souffrance qu'on vit, d'un point de vue psycho-émotionnel, c'est souvent qu'en fait, il y a des mouvements à l'intérieur de nous d'individualisation qui sont forts. Il y a un instinct à l'intérieur de nous qui nous pousse à remettre en question le territoire dont on vient. Un truc qui est très, très intéressant d'un point de vue, psycho-évolutionniste, c'est, donc l'étude de l'humain justement dans l'évolution, c'est qu'il semblerait que cet instinct à l'adolescence de mépriser ses parents, mépriser le contexte initial et tout, c'est un instinct pour pouvoir quitter la tribu, pour pouvoir se reproduire ailleurs, continuer la diversité, continuer, quelque part l'harmonie entre les populations. On peut retrouver ça aujourd'hui aussi, je trouve, dans les différentes formes où ça s'exprime. Je vois dans les milieux, par exemple, spirituels, on va défendre des valeurs de paix, d'harmonie, on va avoir envie de d'unité. Il y a mon petit chat qui intervient pour le qui en rajoute, qui vient appuyer ce point. Donc voilà, il y a vraiment ça qui nous tient à cœur et ça nous énerve quand, on prend pas soin de la nature, quand on prend pas soin les uns des autres, quand on ignore la réalité spirituelle. Mais il y a maintenant, différents courants idéologiques, différentes formes de revendications. Il y a par exemple les personnes qui sont beaucoup sur, l'écologie, les personnes qui sont beaucoup sur les économies alternatives. C'est des gens qui sont d'ailleurs assez cousins des espaces et des communautés que je fréquente. Mais j'imagine qu'il y a surtout, en fait, la technologie, la santé, dans toutes les manières, en fait, dont on se structure aujourd'hui et ce qui est là déjà, en fait, qu'est-ce qui est créé. Il y a beaucoup de regards critiques dessus. Il y a beaucoup de questionnements de comment est-ce qu'on pourrait faire mieux, de ce qu'on ressent être juste et absolu à l'intérieur de nous. Donc, je trouve ça beau de prendre ce recul et se dire, on est tous en train de vivre un peu cette ébullition. On parle beaucoup d'éveil de l'humanité dans pas mal de mouvements spirituels. On est dans une époque de transition, d'une ère à une autre. Et en fait, c'est intéressant de le voir sous la forme de l'adolescence. Parce que je trouve que ça pousse aussi à l'humilité. Et comme tu le disais aussi, l'amour vis-à-vis des autres. Mais déjà, de soi à soi, c'est se dire, là, j'ai l'impression que c'est catastrophique ce qui se passe. J'ai des amis, des fois, qui sont très déprimés quand ils regardent l'état du monde. Et j'ai l'impression que c'est catastrophique. Et de se dire, mais c'est une phase. Et ce que tu ressens, il y a du vrai dedans. Mais la dimension absolue que tu ressens, elle est passagère. Ça bouillonne, mais ça va bien se passer après. Donc j'aime beaucoup ce que tu partages par rapport à cette notion d'espoir aussi, parce qu'il y a cette liberté qui se développe. Il y a cette possibilité aujourd'hui, effectivement, où ça commence à devenir la norme de se dire: «Tiens, qu'est-ce que je veux faire de ma vie?» Vraiment, il y a pas si longtemps que ça, vous demandez à vos grands-parents: «Alors, est-ce que tu as fait ce que tu voulais de ta vie?» «Mais c'est quoi cette question?» «J'ai fait ce qu'il y avait à faire». Si on le décontextualise, on regarde par exemple le mariage, il y a une époque, c'était pas, «Est-ce qu'on est amoureux ou pas?» c'est, «Est-ce que c'est fonctionnel?» Il y a plein, plein de choses qui sont en train de changer dans notre conception, qui sont très récentes et qu'on prend complètement pour acquis. Comme à l'adolescence, on est absolument persuadé que mais c'est évident, non? Mais en fait, voilà, ça j'ai trouvé ça très beau et ça peut éclairer. Et aussi, tu parlais de la qualité de l'amour à développer parce que voilà,
On a besoin d'avoir cette humilité vis-à-vis de soi-même, mais aussi la compassion vis-à-vis du monde et aussi du coup des systèmes en place. C'est-à-dire, OK, ces systèmes qu'on a actuellement qui cherchent à prendre soin de la santé, juste mettre en place des systèmes de remboursement, pour faciliter l'accès à la santé, c'est très récent. Dans ce que tu as partagé au niveau de l'élévation de la conscience, sur le plan historique, surtout là depuis, l'ère industrielle, ce que je vois qui est vraiment important et qui m'a touchée, c'est que souvent on a une représentation, il y a, toujours un groupe de puissants, privilégiés, qui donnent la direction du monde. Mais ce que tu nous transmets aujourd'hui, c'est que ce qui se passe dans l'humanité, ça nous échappe, c'est plus grand que nous. On est des agents, on est des médiateurs de forces qui nous dépassent complètement et des fois on oublie à quel point ça nous dépasse et que, c'est génial qu'on développe un sens de la responsabilité parce que oui, il y a un pouvoir qui est de plus en plus fort et qui est de plus en plus répandu chez l'être humain, de pouvoir créer des choses, de pouvoir décider des choses. Donc oui, la responsabilité, oui, c'est important de prendre conscience de soi, de vivre intentionnellement, de vivre avec recul, oui. Mais il y a des choses qui nous dépassent en fait, et j'en suis convaincue. Et ce que je trouve beau, c'est depuis cette perspective où il y a des mouvements plus grands que nous, ça mute à travers nous. Et donc là, il y a un renversement à cette ère de l'adolescence où les personnes qui ont cette posture privilégiée, les personnes qui décident, qui peuvent apporter une vision, par exemple les industriels sont des entrepreneurs en fait. Ils ont une vision de: «Ah on va faire ça, on va produire de telle manière, on va créer telle chose, on va avoir un impact à telle échelle». Mais en fait, interdépendance, j'ai besoin d'autres personnes pour m'aider à accomplir cette vision extraordinaire. Et là, les personnes qui sont impliquées dans la vision, on les nourrit d'une certaine manière pour qu'ils puissent, œuvrer, mais en les nourrissant, on leur donne du pouvoir et ce pouvoir se développe et cette conscience se développe et à un moment donné, c'est eux qui disent: «Moi, je veux que mes enfants aient une meilleure condition de moi parce que j'ai conscience maintenant que je souffre. En fait, c'est pas génial ce qui se passe. J'aimerais qu'ils puissent avoir une meilleure vie. J'aimerais qu'ils puissent, avoir plus de confort, avoir plus de choix que moi j'ai eu» et c'est assez extraordinaire et quand on parlait aussi de l'énergie adolescente qui est proche de celle de la révolution, bah, voilà, la France est assez connue pour cette énergie-là, historiquement, d'avoir été vraiment l'incarnation de cette énergie révolutionnaire et encore dans tous les héritages de ça, dans la possibilité de manifester, de faire la grève, des choses comme ça et en fait, c'est aussi, l'expression de cette main-d'œuvre qui a été nourri et qui a été, élevé dans son niveau de conscience et dans son accès à des soins qui, maintenant, a du pouvoir aussi et donc on n'est plus autant dans une, relation, pyramidale qu'avant. Quand je dis pyramidale, c'est voilà, c'est vraiment tu as ceux qui sont, les dirigeants du haut et ceux d'en bas, c'est juste terminé quoi. Il y a rien, il y a zéro latitude de liberté. On est encore il y a évidemment, il y a des influences, il y a des choses comme ça. Je suis pas en train de dire que c'est un absolu, qu'on est libre, au même niveau et tout, mais le mouvement que je vois, c'est que ça ressemble de plus en plus à ce qui se passe dans la nature et dans la nature, j'ai un ami qui est apiculteur et qui nous racontait comment la reine des abeilles, le moment où elle arrête de pondre des larves et donc de fournir les ouvrières de la ruche quoi, le moment où elle fait plus sa fonction, elle se fait dégager comme une malpropre. C'est pas parce que c'est la reine qu'elle va rester en place et continuer à être nourrie avec le meilleur miel et le machin. Non, non, c'est elle a aussi un rôle et une fonction. Et donc il y a ce truc-là qui s'est passé en France de: «Hey, moi je travaille pour toi, donc respecte-moi et à un moment donné tu me respectes pas, j'arrête de travailler». Qu'est-ce qu'il y a? On redescend en fait les personnes qui sont au pouvoir à un rang plus bas. En tout cas, on est en train de rééquilibrer un petit peu la balance des pouvoirs et hem et c'est quelque chose qui se fait de différentes façons. Pas forcément nécessairement dans la lutte justement, mais ça se fait à travers des choses, plus subtiles comme ce niveau de conscience qui permet du coup un niveau de responsabilité, qui fait qu'on va prendre des décisions, qu'on va chercher à anticiper le futur et à améliorer les conditions pour la suite, pour nous-mêmes comme pour nos enfants. Il y a vraiment ce pouvoir créateur et ce pouvoir visionnaire qui commence à se développer en même temps que le niveau économique s'élève aussi. Même si aussi il y a des crises, ça bouge, mais globalement, on est, par rapport à nos ancêtres, matériellement très riches et confortables. On a accès à des technologies, on a accès à des choses et de plus en plus de personnes ont accès et il y a une volonté globale de donner aussi accès, qu'il y a ce mouvement qui se crée.
Et ce que je trouve très beau aussi, c'est comment la structuration des systèmes et l'administration, comment elles se développent en parallèle, et notamment avec cette gouvernance mondiale, avec l'ONU, tu en as parlé à un moment donné. Je dirais même pas que c'est la graine, parce qu'elle est déjà plantée, en fait. C'est-à-dire qu'il y a un plan qui est là, qui est en train de pousser, et qui est imparfait, qui est encore en début de développement, qui est récent, comme on l'a vu historiquement. Tout à l'heure, tu sais, tu parlais de parfois la paix, on n'est pas assez vaste pour l'accueillir, parce que cette notion, elle est très puissante, elle est très vaste, et on a besoin de pouvoir s'ouvrir pour accueillir ça, et il y a beaucoup de personnes qui peuvent rejeter cette notion-là et ne pas y croire et pas sentir d'espoir à l'idée de ça. Mais les personnes qui m'écoutent et les personnes qui suivent mon travail, avec qui je travaille, enfin, cette communauté spirituelle, c'est des personnes qui sont au niveau du cœur et de l'esprit très ouvertes à cette paix, qui sont là en mode mais bien sûr, mais oui, et qui sont justement souvent en conflit parce qu'il y a cette perception des proches des fois qui disent ah, mais t'es un peu bisounours toi, tu vois, et qui disent mais moi je veux amener ça sur terre. C'est pas que bisounours quoi, il y a un truc derrière qui est vrai, il y a un truc derrière qui est juste, il y a un truc derrière qui peut être fait. Et il y a souvent cette difficulté à amener dans la matière, à faire descendre dans les gens, dans la terre, cette vision de la paix. Et souvent parce que justement on regarde le monde avec toute cette division et toutes ces imperfections et tout ce désespoir parfois. Là, on vise pas l'absolu de la perfection, mais on va y tendre. Mais laissons-nous le temps de tester, de se tromper et d'apprendre, de trouver comment faire sur le chemin, en fait. Parce qu'on ne sait pas encore, là, c'est nouveau ce qui se passe. On ne sait pas où est-ce qu'on... On sait pas, mais on y va bravement, quoi, courageusement. C'est exactement ça. En fait, on n'a juste pas le choix que d'avancer. Et en fait, dans ce développement-là, on court, on court, on court, on sait pas vers quoi on court, donc forcément on a un peu peur. On est sur un cheval fou qui va et on se dit ça se trouve, il y a un précipice là-bas. Oh, oh, oh. Donc le cheval, on peut pas l'arrêter. Mais quand d'un seul coup on développe une capacité, une perception spirituelle, c'est là où justement on commence à réimplanter ce qui manque, c'est-à-dire la dimension spirituelle, la vision, l'objectif, la grande direction que l'humanité a besoin de se donner. C'est pour ça que je parle de la paix constamment. Parce que spirituellement, il n'y a pas d'autre objectif. Parce que le contraire de la paix, c'est la division, c'est la désunion. La paix, ça c'est l'objectif de l'humanité, de manière plutôt inconsciente. C'est un objectif réel, mais il n'est pas conscientisé. Il est encore un peu sous terre. C'est les racines qui sont en train de prendre. Et justement, sur cette question-là de comment est-ce qu'on se met à avoir une direction consciente, je voulais rebondir sur ce que tu disais sur le fait que le monde nous dépasse. C'est une croyance. C'est des mots. Et beaucoup de gens peuvent se dire ça. Ah mais non, mais moi, je suis dépassée par le monde. Et c'est très intéressant de se demander, oui, mais c'est quoi le monde? On imagine la planète Terre. Ah oui, effectivement, le monde c'est séparé de moi, c'est différent de moi. Je marche sur le monde. Mais quand on dit le monde nous dépasse, on pense pas juste à la planète. On pense pas juste au monde de l'existence. En fait, le monde, quand on parle de ce cheval industriel technologique qui va au grand galop sans vraiment avoir un cavalier très clairvoyant qui le guide, qui l'oriente, en fait, le monde, il est composé d'individus. C'est ça le monde. C'est une accumulation d'individus qui créent des choses plus grandes que chacun des individus. Et quand on prend conscience que le monde, c'est des individus, on prend conscience que je suis un individu. Je compose activement le monde. Si on prend un sac de pollen, on dit le monde c'est un sac de pollen. Mais moi je suis un grain de pollen. Et on se rend compte que si on a un sac de pollen et que un grain de pollen a changé, s'est transformé, a une orientation, on regarde le sac, on dit bah le sac a changé, puisque ce qui le compose a changé. Et du coup, toute cette conversation qu'on a sur le droit à la santé, ce positionnement-là que nous, quand on regarde le monde et on se dit «Oh, pas si foufou que ça, j'aimerais bien qu'il soit mieux». Quand on se regarde soi en se disant «Je vais pas très bien, j'aimerais aller mieux».
et qu'on regarde l'État, qu'on regarde le système administratif et qu'on dit: «Bon, aide-moi». Ou alors, au contraire, on dit: Laisse-moi tranquille, tu me portes atteinte». On peut aussi se dire: eh ben, j'ai pas beaucoup d'espoir». Parce que ma perception du monde, c'est les gens autour de moi, c'est les gens que les médias me montrent. Je vois pas de transformation, personne ne bouge. C'est tout le temps la même chose, encore et encore et encore. Et mon quotidien à moi, c'est tout le temps la même chose. Même si je fais des efforts, même si j'essaye de faire mieux, finalement, il y a pas grand-chose qui bouge. Ça me donne cette perception-là que c'est pas moi qui change le monde, c'est le monde qui doit changer pour m'aider. Et ça, c'est pas le sens de la vie. Quand un individu se transforme, et il se transforme comment? Il prend sa pleine responsabilité. Il prend pas la responsabilité du monde. On voit beaucoup de gens qui prennent un énorme sac à dos, on voit leurs épaules sont bien basses, qui portent tout le poids du monde, et qui prennent personnellement tout ce qui se passe dans le monde. Ça, c'est de la folie. Et c'est là où j'étais, personnellement. C'était très lourd. Il y avait un sentiment de vide. Quand on enlève ce sac à dos, on dit: «Oh, OK, le poids du monde, bah, c'est pas sur mes épaules. Le monde, il est lui. Le monde, il se gère. Il y a des forces beaucoup plus grandes que moi qui s'occupent du monde. Je laisse ce travail, je laisse ce travail à l'univers. Moi, je prends mon travail à moi. Je prends ma responsabilité à moi». Et quand d'un seul coup, ce périmètre devient un périmètre beaucoup plus accessible, cette zone de contrôle qu'on a sur sa propre vie, et qu'on commence à regarder: «OK, c'est quoi mes objectifs à moi? C'est quoi ma vision? La vision que j'ai développée, la vision que j'ai reçue, c'est quoi la vision que j'ai du monde? Si d'un seul coup, j'ouvre un regard généreux sur le monde, c'est quoi l'objectif?» Plus il est ambitieux, plus on a de chances de réussir. Donc quand mon objectif est ambitieux, il se passe quelque chose de très intéressant, c'est qu'on est du coup obligé de regarder sa situation actuelle et de dire: «Je suis pas capable. Ma vision est ambitieuse. Je veux que chaque personne sur terre se considère l'ami de tous les autres humains sur terre». Parce que c'est globalement ce qui va se passer quand le racisme, l'homophobie, le sexisme, tout ça, ça sera parti en poussière. C'est ce qui ira. Tout le monde est amis les uns envers les autres. Énorme objectif. Moi, je veux contribuer à cet objectif. Est-ce que j'ai moi-même cet état intérieur de considérer chaque humain sur Terre comme mon ami? Non, c'est pas mon éducation. Mes traumas m'empêchent de me sentir comme ça. Constat, je ne suis pas capable d'accomplir cet objectif. C'est généralement pour ça qu'on ne fait pas ce processus-là, de se projeter dans une vision grandiose et ensuite de se regarder, parce que ça, c'est la mort de l'ego. Il n'y a rien de plus atroce pour l'ego que d'avoir une direction extrêmement ambitieuse et de se dire: «Je ne suis pas à la hauteur de cette direction-là». L'ego, il nous dit: «Bah, game over». Il le sait déjà, donc il empêche ce processus, puisque ça implique qu'il parte en poussière lui-même. Mais quand on est à ce niveau de réflexion, quand on se dit: «Tiens, je vais regarder le podcast de Céline Harmonisant», on a un niveau de compréhension sur ce qu'est l'ego et surtout sur ce qu'il n'est pas. Et l'ego n'est pas qui je suis. Je ne suis pas mon ego. L'ego est un élément à l'intérieur de moi qui a une fonction. Donc quand d'un seul coup on accepte que l'ego sera malmené, on l'emmène avec nous, on dit: «Allez, on y va, allez, on va vivre une aventure toi et moi». Et tu n'es pas le plus important dans l'histoire. Et qu'on se dit: «Je ne suis pas capable», OK, je ne suis pas capable. Mais en tant qu'humain, en tant que création, mes capacités sont illimitées. Je suis comme une mine riche en pierres précieuses d'une valeur inestimable. Une mine, c'est pas fou, quand on va voir une mine, c'est pas Disneyland. Pourquoi? Parce que les pierres précieuses ne sont pas visibles à la lumière du jour, elles sont sous terre. Donc le fait d'aller creuser et de sortir ces pierres précieuses pour qu'elles brillent en plein jour, et on voit des pierres précieuses, on les connaît, on a des noms de personnes qui ont transformé l'humanité, on est tous d'accord pour dire ce sont des pierres précieuses. Elles brillent de mille feux. Bah, de base, elles étaient sous terre. Quand on regarde leur enfance, on se dit: «Bah, c'était latent, en fait». On pouvait deviner.
parce qu'elles étaient activement en train de creuser, mais elles n'étaient pas encore visibles. Donc quand d'un seul coup on se regarde soi en se disant: «Waouh, je suis une mine, waouh, there's a lot of treasure inside of me», et qu'on se fixe un objectif ambitieux, on passe à l'action, on creuse la terre, on fait apparaître ces pierres précieuses, on développe nos capacités, notamment cette capacité, cette qualité d'amour. À ce moment-là, ce qui se passe avec le monde, El Famoso, c'est que un des éléments qui composent le monde est en train d'évoluer, de grandir. Et à un moment donné, j'étais en train de donner une conférence sur ce sujet-là de l'empouvoirment administratif. Et quelqu'un lève la main et me dit: «Mais comment est-ce que vous faites pour ne pas être frustré? Vous voyez les gens autour de vous qui bougent pas. Comment vous pouvez vous dire: "Bah, moi, je vais bouger"?» En substance. Parce que là, elle me disait: «Globalement, c'est pour ça que je bouge pas. C'est parce que je vois que les autres bougent pas, du coup, je bouge pas. Le monde ne change pas. Pourquoi moi, je pourrais changer? Est-ce que j'ai envie de changer?» Et en fait, quand un élément du monde avance, se transforme, par définition, le monde avance et se transforme. Si s'il ne doit y en avoir qu'un seul, je serai celui-là. Et ça relève de la responsabilité, ça relève de cette notion sacrée. Personnellement, j'adore l'administratif, j'adore le droit parce que c'est sacré, parce que j'ai décidé de remettre du sacré dans ma vie. Les lois, les règles, elles ne viennent pas du cerveau d'être humain lambda. Elles viennent de plus grand que nous. Quand on étudie le droit, on découvre un petit peu les grandes origines du droit. En droit français, en tout cas, les grandes origines les plus récentes, c'est le droit canonique, le droit chrétien. Mais la chrétienté vient d'où? La chrétienté vient du judaïsme. Le judaïsme, c'est quoi? C'est Moïse qui descend d'une montagne et qui apporte les 10 commandements. 10. Aujourd'hui, on parle d'inflation législative. Il y a tellement de lois, on ne sait pas où donner de la tête. À l'époque, il y en avait 10. Tu ne tueras point. Tu ne convoiteras pas la maison, l'âne de ton prochain. Tu ne médiras pas des autres. Tout notre système de règles vient de cette force qui anime le monde. C'est pour ça que j'ai autant de joie d'en parler et de vivre cette existence en harmonie avec ces règles. Parce que je considère que les règles sont en réalité la liberté. Mais du coup, quand on doit parler de droit à la santé et ensuite d'étendre vers cette notion de droit au bien-être, droit au bonheur, droit à l'épanouissement personnel, on appelle du coup ce grand mouvement-là de développement personnel, un mouvement très récent, mais qui est très global, pas que en France. Bah, du coup, on a ce système-là intérieur de regarder l'État, de dire bah, c'est toi, mon parent, qui t'occupe du fait que je n'ai pas de rhume. Quand j'ai un rhume, bah, j'ai le droit de pas aller travailler, de pas aller à l'école. Bon, bah là, je veux plus que juste pas avoir un rhume. Là, je veux agir en pleine conscience de ma mission de vie, je veux être heureux. Je veux avoir un droit au bonheur. Et on regarde l'État, on dit bah vas-y, donne-moi du bonheur, donne-moi de la joie, donne-moi, donne-moi. Et l'État, il est là et oh, ça n'a jamais été mon travail. Ça n'a jamais été mon travail de te rendre heureux. Mais, my bad, je suis en état-providence. Je comprends la confusion. Je comprends que t'aies pu le croire. Un peu comme un enfant gâté. Je t'ai donné tellement, 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 tellement. Et je t'ai pas vraiment bien éduqué. Ça, c'est la position d'ayant droit. C'est de regarder l'État, et ça, c'est vraiment, j'en parle très librement parce que c'est là où j'étais. Pendant ces 10 années de Big Depression, je disais régulièrement, à l'intérieur de moi, je regardais l'État, parce qu'encore une fois, je suis juriste spécialisée en droit administratif, c'est pas pour rien que je fais l'étude du droit administratif, parce que j'avais ce rapport-là direct avec l'autorité, je voulais comprendre ce système. Je regardais l'État, je lui disais, That's your responsibility. C'est ta responsabilité que je sois heureuse. Give it to me, donne-moi. Dis-moi ce que je dois faire. Je suis quelqu'un d'extrêmement obéissant. J'ai été dans tous les milieux militants.
J'étais très, très rebelle, mais je suis quelqu'un d'extrêmement obéissant. Je dis: «Donnez-moi les règles pour vivre» et je disais à l'État: «OK, j'arrive pas à fonctionner, trouve un moyen pour que je fonctionne». Du coup, je suis allée voir la MDPH, j'ai fait des diagnostics. J'ai dit: «Regarde, c'est noir sur blanc, je suis autiste. Tu as reconnu que quelqu'un d'autiste ne peut pas travailler», donc je suis allée demander la AAH et cetera. J'ai vraiment été dans un niveau très, très extrême de ce positionnement-là d'ayant droit, de déresponsabilité totale de ma propre vie. J'en étais arrivée à un stade où très régulièrement, je disais: «Moi, mon projet, c'est pas de vivre. Je sais que ça va s'arrêter, pas parce que je sais que la vie s'arrête par un effet naturel des circonstances, de la mort, tout simplement. Non, 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 non. Moi, j'étais là, je disais: «Tant que j'ai pas une excellente raison de vivre, je planifie pas de vivre». J'étais dans une recherche du sens et pendant que je cherchais, je ne prenais pas cette responsabilité. J'ai dit: «Tant que j'ai pas une bonne raison de vivre, je vais pas vraiment vivre. Je vais pas prendre la responsabilité de cette vie. Je la laisse entre les mains de l'État». Et par l'État, du coup, je pense aussi mes parents, toutes les personnes, en fait, qui faisaient office d'autorité dans ma vie. Et ce qui a complètement changé dans ma vie, c'est le jour où j'ai pris ma responsabilité. C'est le jour où j'ai perçu un début de mission, de cohérence, et j'ai dit: «Ah bah voilà, c'est ça que je dois faire. C'est ça qui doit être fait, c'est ça que je veux faire. Donc maintenant, je vais récupérer tous les aspects de ma vie». J'étais pas sportive, je me suis mise à me lever à 5 heures du matin chaque jour à faire un footing. Je suis allée à la salle de sport, je me suis inscrite dans un club de kung-fu. Je me suis mise à faire le grand écart au bout de 9 mois. J'ai pris ma santé, j'ai dit: «That's mine». J'ai investi dans ma santé. J'ai payé énormément, énormément d'argent d'acupuncture, de massage, de coaching. J'ai investi énormément d'argent. Au début, je réfléchissais, je me disais: «J'aimerais bien me faire rembourser». Par la sécurité sociale. J'avais commencé, puis j'ai dit: «Bon, c'est un niveau de standard beaucoup, beaucoup, beaucoup trop élevé». À aucun moment le système administratif va me dire: «Oui, ça, il faut que tout le monde ait ça». Tout le monde. Tout le monde doit être capable de faire le grand écart. Tout le monde doit avoir une énergie absolument débordante au réveil et tenir toute la journée et avoir un niveau d'apaisement intérieur vers 17 heures et de juste regarder le soleil qui se couche avec un sentiment de plénitude, de joie et de gratitude immense. Tout le monde doit avoir ça, donc on doit tout payer du moment que quelqu'un nous demande pour ça. Pas du tout. Le niveau de standard est très bas. Le niveau de standard, c'est soins capacité de travailler. Parce que il faut qu'il y ait de la main-d'œuvre, mais c'est à notre intérêt aussi. Pour qu'on puisse atteindre le bonheur, si tant est qu'on considère que c'est un des buts qu'on peut avoir, on a besoin d'être en capacité de faire des choses, de générer de la valeur, d'offrir. Et le travail, c'est ça. Le travail, en réalité, c'est un acte. On peut considérer ça comme un acte d'adoration. C'est-à-dire, j'ai tellement reçu. Je suis née, on m'a offert la vie. Est-ce que je l'ai demandé? Est-ce que je l'ai mérité? Non. On m'a offert de la vie. On m'a offert des parents. On m'a offert un gîte, un couvert, de la chaleur, de l'amour. Parce que si un enfant n'est pas aimé, il ne survit pas. Donc si je suis là aujourd'hui, c'est parce que j'ai été aimée. J'ai tout reçu. Maintenant, ça y est, j'ai des capacités. Je pourrai jamais rendre tout ce qu'on m'a offert. Je peux travailler pendant toute ma vie. Je peux faire des choses absolument. Jamais je ne pourrai compenser l'amour, la générosité, tout ce que j'ai reçu. C'est impossible. C'est au-delà de même mes capacités. Et en droit, c'est très intéressant de voir que dans la Constitution française, les fameux droits fondamentaux dont je parlais, qui sont issus pour grande majorité de la Révolution française, de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ce sont que des droits. Droit à la liberté d'expression, le droit au regard sur l'impôt, de vérifier que les recettes publiques sont utilisées de manière transparente, on nous explique pourquoi est-ce qu'on les utilise, etc. Bref, beaucoup de droits, l'égalité. Mais il n'y a qu'un seul devoir constitutionnel. Un seul pour une multitude de droits. Et ce seul devoir, cette seule obligation constitutionnelle qui s'impose à tous les personnes qui sont assujetties au système administratif, c'est celui de travailler.
C'est un devoir constitutionnel de travailler. Il n'y a pas d'option dans ce monde de naître, d'exister et de ne pas produire de valeur. Pourtant, on voit bien qu'on a un système d'État-providence qui fait que si des gens ne travaillent pas, à ce moment-là, elles peuvent survivre. Mais parce que ça, c'est une résultante de tout ce qu'on a développé au préalable. Mais quand on regarde cette notion-là de devoir de travailler, on se rend bien compte que quand d'un seul coup on sait exactement où on va, on a une vision qui est grandiose, on a conscience de ses capacités et des capacités qu'on est en train de développer en passant à l'action et en étant au service. On peut être au service d'une entreprise quand on est un salarié, on peut être au service de clients quand on est en charge d'une entreprise. Dans tous les cas, on est au service. On se rend compte qu'on adore travailler. On adore se lever le matin et de se dire: «Je vais offrir ça. Je vais développer telle capacité pour que telle problématique très spécifique qui m'insupporte soit résolue. Je vais trouver une solution et je vais recevoir de l'argent, de la valeur en échange de cette valeur-là que j'offre». C'est notre joie, c'est notre dignité en tant qu'être humain adulte. L'État, c'est une entité abstraite, hein, on confond l'État et le gouvernement, c'est pas la même chose. Mais si on pense juste le gouvernement, les personnes qui sont élues et qui du coup sont à la direction, sont à la barre du grand navire, ces personnes-là réfléchissent en termes d'intérêt général. En l'occurrence, ces personnes ont besoin que des gens travaillent. Et cet enjeu-là du chômage, du plein emploi, ça les obsède. Parce que, en fait, c'est des questions très pragmatiques. Mais ces questions très pragmatiques, elles sont en harmonie avec notre fonctionnement et notre lien au bonheur. Et c'est ça que moi j'appelle la grande cohérence administrative. C'est que ces grandes lois, ces grandes règles qui font fonctionner en fait notre système. Et on l'a dit, le système est imparfait et en train de s'améliorer. Mais quand d'un seul coup, une personne, un individu prend la pleine responsabilité de sa vie et regarde tout le système tel qu'il est, a une curiosité en se disant comment est-ce que les règles sont, qu'est-ce que j'ai le droit de faire? J'ai envie de faire ça, est-ce que j'ai le droit? Et est-ce que c'est moral? Oui, bah je le fais. Aussi simple que ça. Et ça fait bouger les lignes. Et là, les gens autour se disent oh! Mais surtout, l'administration regarde et dit oh! Tu fais des choses, tu te plains pas. Tu demandes quelles sont les règles, tu les respectes, tu crées de la valeur, tu crées de l'argent. L'administration à ce moment-là devient ton meilleur fan. Les fonctionnaires t'adorent. Des opportunités s'ouvrent. On regarde des mairies. Qu'est-ce que les mairies adorent faire? Elles adorent les associations. Elles adorent les initiatives populaires, les initiatives locales qui mettent en avant des processus innovants, sociaux, technologiques, et les mettent en avant en disant: «Regardez, des gens de chez nous qui font des choses bien». On les connaît, ces agents de mairie qui sont là: «Ouh, on peut avoir tellement d'amour pour eux». Leur seule limite, c'est: «J'espère qu'ils vont y arriver. J'espère que ce projet-là qui a été monté, un petit peu de briques et de broc, va continuer». Ça ne repose pas sur eux. Les institutions publiques ne sont pas là pour transformer le monde. Ce qui transforme le monde, ce sont les individus qui prennent leurs responsabilités et qui embarquent d'autres gens avec eux. Et c'est principalement des entrepreneurs. Parce que c'est un esprit d'entreprise. C'est un esprit entrepreneurial. Bien sûr, ça peut être des associations, mais qui est à la tête d'associations? Des gens qui ont un esprit entrepreneurial. Des gens qui disent: «La situation est telle qu'elle est, bof, je veux mieux, j'agis. J'ai des conversations avec des gens, je développe des solutions, on avance ensemble». Parfois, des associations peuvent devenir des entreprises. On fait quand même beaucoup d'argent. Il y a des associations qui font beaucoup, 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 beaucoup d'argent. Énormément d'argent. Parce qu'elles créent beaucoup de valeur. Quelque chose qui crée de la valeur reçoit de la valeur en retour. C'est le principe d'une fontaine abondante. Et ma perception là de ce droit à la santé, de ce droit au bonheur, il est au-delà de cette notion de OK, de quoi est-ce que j'ai droit? Est-ce que l'État est contre moi? Parce que on revient de loin, on revient d'énormément de traumatismes. On revient d'une époque pas si lointaine où des personnes qui avaient des troubles vraiment très contraignants, dont on ne comprenait pas les tenants et les aboutissants, étaient enfermées contre leur gré
Personnellement, je m'appelle Camille, c'est mon prénom et il a été choisi par ma mère en référence à Camille Claudel. Ma mère avait été touchée par ce film de Camille Claudel, son biopic, qui est sorti en 1993, juste avant que je naisse. Et Camille Claudel, c'est une artiste. C'est une personne qui avait une vision, qui créait, qui prenait juste sa responsabilité, mais qui prenait encore plus de place, qui prenait une manière de vivre qui était tellement révolutionnaire pour l'époque et qui, in fine, s'est retrouvé accusé de démence et privé de sa liberté d'aller et venir dans un hôpital psychiatrique contre sa volonté et qui est décédé en hôpital. Sous couvert, en fait, de prendre soin d'elle. C'est pour ton bien. Et ça, c'est un énorme traumatisme. Pas juste un traumatisme pour moi qui porte ce prénom, mais il est en chacun d'entre nous, il est en beaucoup de femmes. C'est un traumatisme très féminin aussi. C'est vrai. Donc, quand on dépasse ça, quand on se dit, en fait, c'est ma responsabilité et mes capacités me concernent moi, elles sont illimitées, et je ne peux le développer que si je poursuis un but noble, un objectif ambitieux, à ce moment-là, l'État cesse d'être cette grande entité malveillante qui semble être, justement, qui quitte un peu ce positionnement de parent abusif et qui devient d'un seul coup plutôt cette vision-là de parents sains, de parents un peu chill, qui voient l'enfant qui tombe au loin et qui bouge pas, et qui regarde. Bah oui, c'est normal, ça fait mal quand on tombe. Mais bon, à un moment donné, tu vas te relever et tu vas continuer ta vie. Je n'interviendrai que si tu te mets vraiment, vraiment en danger, je vais t'empêcher d'aller plus loin. C'est la loi, c'est des interdictions, parce que ça va pas être la pleine liberté, sinon tu vas tomber dans un ravin, donc je vais mettre des barrières. Mais à l'intérieur de ces barrières, mais fais ce que tu veux. Fais tes propres expériences, fais tes propres erreurs. Oui, ça fait mal de vivre. Oui, ça fait mal de mettre sa main dans du feu. Heureusement que ça fait mal, sinon t'aurais plus de main. Et à un moment donné, l'idée c'est pas non plus que le parent disparaisse, parce que c'est là où l'analogie d'une certaine manière trouve sa limite. C'est qu'en fait, ces personnes qui composent l'administration et qui, forcément, certaines personnes issues de la société civile deviennent des personnes qui prennent des positions de direction et d'autorité. Je veux dire, on a un système d'élection. N'importe qui est éligible à partir du moment où il est majeur et qui détient tous ses droits civils. Bon, bah, à un moment donné, il y a un renouvellement des humains de génération en génération qui va faire que les personnes qui sont à la fois à la tête de l'autorité mais qui composent ce système administratif sont des personnes qui auront un niveau de conscience élevé et qui incarneront ces idéaux et ces valeurs. Et d'un seul coup, ce sera plus juste un petit grain de polenta. Ça sera 2, 3, 4, 5, ça sera peut-être la moitié du sac. On se dit, ouf, il a beaucoup changé le sac. Mais il n'empêche qu'il change. Donc c'est pour ça que moi j'accompagne spécifiquement des entrepreneurs parce que je considère que ceux qui font avancer le plus rapidement, bah, il n'y a pas que eux, hein, mais le plus rapidement, ceux qui font faire des bons, mais dans le temps, mais pouf, nous font gagner des années et des années, ce sont les entrepreneurs qui ont une vision qui est innovante. Et je les accompagne justement à se sentir en harmonie, en allié, main dans la main. Hey, you got me, I got you. Je t'aime, système administratif. Parce que grâce à toi, je peux exister, je peux avoir accès à l'eau potable, je peux avoir accès à l'électricité, à Internet, à la propreté dans les rues, à un système de santé, un système d'éducation. Waouh, tout ça pour moi. Waouh, 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 je suis si riche parce que tu m'offres ça. Merci. Et ben je veux te rendre ça. Quelle joie j'ai à payer des impôts. Parce que je sais que c'est parce que des gens payent des impôts, payent la TVA, que cette richesse, je peux en profiter. Je profite de la richesse collective. Quand d'un seul coup, ces entrepreneurs se mettent à être dans un cycle vertueux de gratitude et de je reçois, mais en même temps, je vais pas tirer en mode tu me dois ça, État, tu me le dois. Tellement de personnes appellent des gens de la CAF, vont dans un guichet et disent bon, comme des clients, bon, j'ai payé, je paye des impôts, bon, alors, qu'est-ce que c'est désagréable de travailler dans une administration et d'avoir quelqu'un qui a ce positionnement-là? Qu'est-ce que c'est agréable d'avoir une personne qui se présente devant un guichet qui dit merci.
Personnellement, je me suis fait opérer il y a une semaine. Il fallait que je me fasse enlever les 4 dents de sagesse, elles étaient carriées. À un moment donné, ma santé l'exigeait. Et je suis allée voir l'une des cliniques et je dis: «Bonjour clinique, combien ça coûte?» et on me dit: «C'est environ 600 €». Je les avais pas. Donc je calcule, je mets un plan de paiement, je me projette, je prends ma grande matrice comptable et je dis: «OK, il faut que j'ai ces 600 € là pour les payer à ce moment-là», parce que je sais que je dois les payer moi. Et je réfléchis même pas en termes de quand est-ce qu'on va me rembourser. Ce que je me dis: «C'est ma santé, c'est ma responsabilité». Et là, c'est pas mon pronostic vital qui est engagé. Je peux me projeter dans le temps, je fais: «OK, c'est dans plusieurs mois» et cetera. Et donc là, il y a une semaine, je me suis fait opérer. J'y suis allée, mais dans ma pleine puissance. Je m'étais jamais fait opérer et c'était une opération, c'était une anesthésie locale. Donc j'y vais, pump it up. Et au moment de l'opération, quand je sens le chirurgien qui prend une dent, qui l'enlève, je sursaute et je fais: «Youhou!» et je fais des petits poussins en mode 1, 2, 3, 4 dents. Je suis la cheerleader de mon chirurgien. Il est là, il est comme 3 ronflants et je sens qu'il tire un peu, ça me fait rigoler parce que j'ai pas mal, je suis sous anesthésie et après je vais payer et je suis là et je me dis: «Mais c'est génial, j'ai improve, j'ai upgrade mon corps et il va être encore plus fonctionnel». J'ai un niveau de joie, alors que j'ai la bouche en sang et cetera. Oh, c'est bien la vie. Je suis dans un état, dans un système où, sans avoir mal, j'ai 4 dents qui sont plus fonctionnelles, qui peuvent porter atteinte au reste de la santé de mon corps, qui peuvent partir et j'ai travaillé pour ça et je vais très bien. Ces 600 €, je les ai générés pour ça spécifiquement. J'ai eu le temps. Ils sont partis, j'étais trop à l'aise avec le fait qu'ils soient partis. Parce que j'ai investi 600 € dans mes dents. C'était un investissement. Et très rapidement après, j'étais là, je faisais mes comptes et je vois 365 € qui arrivent comme ça sur mon compte en banque. Alors je sais pourquoi je les ai reçus. Mais quand même, je dis: «Wow! Tant d'argent!» C'est la sécurité sociale qui me rembourse. 4 jours après l'opération. J'ai rien eu à faire. J'ai donné une carte vitale. Bon, j'ai donné une carte, super. La sécu, à qui je parle pas. Je veux dire, je vais pas la voir régulièrement pour boire un coup avec elle en disant: «Je t'aime bien, toi, tu es mon ami». Comme on se dit généralement, on entretient des relations avec ses amis parce que peut-être on veut qu'ils nous rendent des services. Non, la sécu, je lui parle jamais. Bon, je suis entrepreneur, je paye l'URSSAF. Donc j'entretiens quand même cette relation, mais c'est pas une question de relation, c'est aussi une question de devoir. Et je suis là et je me dis: «Mais c'est fou! J'ai pas besoin de cet argent. J'avais pas besoin qu'on me rembourse». J'avais pris ma responsabilité. J'ai dit: «C'est mes dents, c'est à moi de gérer mes dents, mais je vais aussi recevoir». C'est un système de solidarité nationale. Je cotise. J'ai pas payé l'URSSAF spécifiquement parce que j'avais prévu de me faire opérer. Et là, en plus, comme j'ai une mutuelle, j'ai 157 € qui sont arrivés. Bon, bah, finalement, ces dents, je les ai pas payées sur 600 €. Et ça, quand on est agent administratif et qu'on voit quelqu'un qui est dans sa pleine responsabilité, qui est dans la gratitude, qui est dans la joie, qui dit: «Oh bah, la vie c'est fou», c'est très nouveau, c'est très différent et en fait, c'est ça qui est incroyable, c'est qu'on a envie de donner plus. On a envie de dire: «Oh mais attendez, je vais vous donner plus ou alors est-ce que vous pouvez accompagner d'autres gens?» et cetera. C'est un positionnement. L'administration, parce que j'ai travaillé dans l'administration aussi, elle s'ambiance avec les chefs d'entreprise, avec les personnes qui sont dans cette posture-là de responsabilité. Elle dit: «Mais on doit faire des choses ensemble, en fait. Nous, on veut faire ça». Ils sont tout le temps dans cette réflexion. À Pôle emploi, ils sont tout le temps en train de réfléchir. Comment on peut encore plus créer de l'engagement chez les gens, leur donner envie de travailler, leur donner envie de créer des choses. Eux. Ils font tout le temps appel à des indépendants, à des intervenants en disant: «S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît». Ils sont presque needy là-dessus parce que c'est pas leur compétence. C'est pas ce pourquoi ils existent. C'est encore une fois, c'est juste ce travail-là de: j'assure les besoins fondamentaux vitaux et le niveau est élevé quand même par rapport à avant, donc j'essaie de step up à chaque fois un petit peu plus. Ah! En fait, il faut qu'il y ait de l'internet accessible partout, parce que c'est le niveau, c'est pas le niveau d'il y a 30 ans. Service public, accessibilité du Wi-Fi partout. Je suis une commune, je dois garantir à tout le monde l'accessibilité à du Wi-Fi. Bon, je vais faire en sorte que dans les bibliothèques, ce soit gratuit d'accéder au Wi-Fi, à condition que
le niveau de richesse collective est extrêmement élevé. Quelqu'un qui prend sa vie en charge et qui dit: «Je veux créer des trucs», et va aller regarder tous les systèmes gratuits qui existent, mis à disposition par les services publics, son cerveau va exploser en se disant: «Mais pourquoi je me plains? Tout est là. Il y a de l'eau potable dans la rue. Il y a des systèmes de récupération de nourriture bio dans les magasins bio par des associations. Il suffit juste que je vienne, je fasse, même pas 1 heure d'acte de service pour trier des aliments qui sont plus bons. Je récupère des produits alimentaires qui sont de la plus haute qualité. On parle de magasins bio. Je dis pas que c'est l'État qui fait ça, je dis pas que c'est la mairie, je parle d'associations. Mais les associations, qui est-ce qui les finance? En réalité, tout existe pour notre bien, pour notre réussite personnelle, parce que notre réussite personnelle est une condition à la réussite plus globale et collective. Merci beaucoup Camille, c'est passionnant. Ce que je retiens et ce avec quoi je repars et que j'ai pu expérimenter du coup dans mon rapport avec l'administration et les personnes qui composent les administrations, c'est vraiment exactement ce que tu as décrit, je l'ai vécu, cette guérison intérieure profonde de ce sentiment de vide, de ce sentiment d'avoir été maltraité, abusé, négligé. Quand on fait la comparaison avec les parents aussi, enfin, je vais revenir sur ça. Moi, en tant que thérapeute, j'ai envie d'intervenir sur ça aussi pour aider. Mais une fois que la guérison est faite et qu'on accède à cette vision de l'abondance, mais c'est plus qu'une vision, c'est aussi un sentiment qui nous traverse, mais aussi une qualité, comme tu parlais tout à l'heure de l'amour est une qualité. L'état d'abondance, de gratitude, est un état qui, pour moi, c'est une qualité spirituelle qui se développe, quoi. C'est cette possibilité de recevoir, de dépasser les croyances ou les expériences où on a manqué et de revenir à cet état où on reçoit l'abondance et qu'on devient capable, en fait, d'aller chercher cette mine de trésors qui est souvent cachée sous terre, et y compris dans les choses qui nous ont fait mal et parfois même à côté. C'est-à-dire que quand on vit des traumatismes, il y a toute une partie de la réalité qui est cachée derrière un voile et il y a plus que la douleur qui prend toute la place. Mais quand on guérit et qu'on apaise la douleur, on peut trouver que dans l'expérience, il y a une richesse, mais aussi autour, tout ce qui était caché. Voilà, quand on a mal aux dents, on oublie qu'on est en santé, quoi. On pense qu'à ça. Mais une fois qu'on s'est retiré, on peut profiter de tout et de se dire, ouais, mais en fait, la vie, elle est abondante et non, elle n'est pas parfaite. Oui, il y a des endroits, c'est dur. Il y a des choses qui sont en amélioration. Tout ce qu'on s'est dit plus tôt, on est dans l'adolescence. Là, voilà, il y a plein de trucs qui se passent. Mais ce que je trouve beau, c'est vraiment ça, c'est que il y a cette énergie d'abondance, cette énergie de prospérité qui fait qu'on se sent riche parce qu'on reçoit, mais aussi riche parce qu'on peut donner. Tu vois, quand tu parles du service et le rapport en fait entre la santé et le travail et finalement ce positionnement de l'administration qui est là pour assurer le minimum pour qu'on puisse contribuer à la société, qu'on puisse apporter notre force de travail pour le collectif, parce qu'il y a cette relation d'interdépendance, en fait, on est des êtres sociaux, tout seuls, séparés les uns des autres, on ne survit pas, mais c'est ensemble non seulement on survit, mais qu'on s'élève, qu'on partage, qu'on vit les choses pleinement. Je pense que c'est possible qu'il y ait des choses qui puissent être un peu challengeantes pour les personnes qui nous écoutent, parce qu'il y a cette pureté de la vision de l'abondance qui est parfois inaccessible en fait. Et c'est pour ça que je pense que ça mériterait qu'on revienne dessus à un moment donné, plus amplement et tout, pour donner des exemples, pour partager la vision. Je trouve ça inspirant, tu vois, justement cet exemple récent de l'opération des dents. Et on entend si peu de discours de gratitude par rapport à ce système qui est en place, que je pense que c'est nécessaire pour équilibrer la vision et permettre en fait d'avoir le choix et de prendre en fait, OK, il y a ça, ça qui pourrait être amélioré, oui, les critiques, tout ça, je pense que dans une certaine proportion, c'est constructif. Mais si on perd cette gratitude, si on perd cette abondance, si on perd cet amour aussi pour, le collectif, pour soi, pour tout ce qui est en train de se passer, on devient aigri, on devient en colère et on se met à se battre et on sait même plus pourquoi on se bat à la fin, quoi. Je voulais revenir sur ça, c'est que, dans les accompagnements que je propose, je travaille beaucoup sur le transgénérationnel et sur l'enfant intérieur et il y a un moment où justement, quand tu parles de on reçoit tellement et si on est là, c'est parce qu'on a été aimé et tout. C'est vraiment quelque chose qui peut être très challengé quand on a vécu des traumas d'enfance, et il y a une conscience qui s'élève aussi aujourd'hui sur la parentalité qui est inégalée. Pendant très longtemps, les enfants étaient considérés juste comme des extensions de l'humain, enfin, c'était des possessions presque.
voilà, il n'y avait pas toujours de considération pour l'enfant. Et depuis, l'ère industrielle justement, c'est là que dans cette époque-là, que les droits de l'enfance sont aussi apparus petit à petit quand on a vu que, bah, non, en fait, on va faire travailler les petits enfants et tout et on va les mettre à l'école et aujourd'hui, voilà, c'est intégré, acquis pour plein de personnes que, ouais, les enfants, faut les respecter et il y a encore des clashs au niveau social où, je sais que des personnes dans mon entourage de communauté, de valeurs, de spiritualité, sont parfois choquées de voir comment les enfants sont traités dans la rue, parfois avec violence ou absence de présence de la part des parents. On est en train d'évoluer, l'intelligence émotionnelle, c'est nouveau aussi, la relation au travail, la relation à l'argent. C'est des endroits où il y a beaucoup de trauma. C'est des endroits où il y a beaucoup, beaucoup d'expériences de manque, de frustration, heu, on a l'impression de subir et en fait, c'est autant de sujets que je trouve, qui, in fine, méritent d'être contrebalancés par toute cette, accès à l'abondance, à la richesse qui, là aussi, nous dépasse dans le sens où ça nous fait sortir de notre, condition d'être humain localisé ici à un instant T et de se dire: «Mais la vie», je suis convaincue, comme beaucoup de personnes autour de moi, la vie est abondance et en fait, quand on est coupé de ça, c'est une expérience temporaire, c'est une phase. Mais elle peut durer toute la vie si on ne sait pas comment l'accompagner pour que ça circule, quoi. Donc, pour les personnes que ça a challengé, toute cette partie, hyper lumineuse, en fait, autour du travail, autour de l'administratif, ceux qui sentent qu'en fait, il y a un truc, genre: «Je veux vivre ça», mais qui sentent que, ça coince, il y a des frictions et tout. C'est parce qu'il y a un travail à faire et c'est la responsabilité individuelle ici et on aimerait bien que ça vienne de toutes parts à l'extérieur. Mais en fait, là, j'ai une question pour toi justement par rapport à la responsabilité et peut-être qu'on s'arrêtera ici pour aujourd'hui. Mais vraiment, comment est-ce qu'on trouve cet équilibre, tu en parlais plus tôt, entre le fait d'être, dans sa pleine responsabilité et de l'autre côté, le fait de quand même aller chercher les ressources, tu vois? Parce que faudrait pas tomber dans l'extrême. Moi, j'ai été comme ça. Je suis tombée dans l'extrême de: «Je vais me débrouiller toute seule, donc je vais pas saisir mes droits». Je me mets en marge du système et en travaillant avec toi, tu m'as appris à me réconcilier avec et donc du coup, à trouver cet équilibre entre responsabilité et bah, profiter aussi des droits et en fait, pour les personnes qui sont là en chemin, qui ont écouté cet épisode et qui sont là en mode: «Waouh, genre je suis ouverte à ce qui est en train de se passer, cette vision, elle m'inspire, j'ai envie d'œuvrer aussi depuis cet espace-là, j'ai envie de m'ouvrir, de me développer pour pouvoir être dans cet état d'abondance, de fluidité avec les administrations, avec ma santé, de participer à accoucher du monde que j'ai envie de vivre en commençant par moi-même, ma posture et comment je peux m'allier du coup avec, les systèmes en place et tout pour contribuer à ce monde. Mais comment je trouve l'équilibre entre responsabilité individuelle, personnelle et bénéficier. Merci Céline. Quelle question, quelle magnifique question pour clôturer ce podcast. Effectivement, cet équilibre entre j'ai ma responsabilité radicale de toute ma vie, mais en même temps, je reconnais que j'existe dans un système, je suis interdépendant des autres et qu'il y a un nombre incroyable de systèmes d'aide autour de moi. Ça, c'est intéressant, c'est une notion qui m'a été transmise par ma coach, Laureline Solaire. Elle l'appelle le concept du no help, que moi je qualifie plutôt de not saved, dans le sens où je suis sur une île déserte et c'est à moi de survivre sur cette île déserte. Je ne vais pas marquer help sur le sable. Je ne vais pas m'asseoir là comme ça, me déposséder de ma responsabilité et dire venez me sauver. Je ne cherche pas à ce qu'on vienne me sauver parce que c'est extrêmement dangereux pour moi. Parce que si quelqu'un vient me sauver, bah, c'est la personne qui décide ce qu'elle fait de moi. Donc je ne cherche pas à ce qu'on me sauve. Par contre, c'est moi qui vais investir cette île déserte. C'est moi qui vais terraformer tout ça. Pourquoi est-ce que je fais ça? Pourquoi est-ce que je suis sur cette île déserte? Pourquoi j'agis? Parce que j'ai des objectifs d'accomplir quelque chose de plus grand que moi. Parce que ce que je vais créer, ça va pas être juste moi survivre toute seule. C'est que je vais créer un palace sur cette île. Pour que des gens viennent
profite, crée d'autres choses. Je suis au service de plus grand que moi. Donc j'ai une vision. Le principe de la vision, c'est de voir. Et cette vision spirituelle, elle est à l'image de la vision matérielle, nos yeux matériels. C'est très intéressant les yeux matériels parce que les yeux matériels, c'est une des grands fleurons technologiques de la nature. Un œil, ça existe depuis très longtemps, ça a été développé, c'est extrêmement précis, c'est extrêmement détaillé, c'est un bijou et ça peut voir beaucoup de nuances, de couleurs, de formes, à des niveaux d'obscurité qui sont variables, d'obscurité, de lumière. Mais par contre, ce que l'œil est incapable de percevoir et de voir, c'est la personne qui porte ses yeux. J'ai des yeux, la seule chose que je ne suis pas capable de voir, c'est moi-même. Une vision n'est jamais censée être sur soi. Bien sûr, on fait partie de la vision. Bien sûr, nos yeux voient et on sait qu'on est concerné par ce qu'on voit. Parce qu'on sait qu'on fait partie de ce qu'on voit autour de nous. On voit nos mains, mais par contre, on voit plus de choses. Parce qu'on est censé agir, on est censé créer quelque chose dont on va faire partie. Mais on ne crée pas pour nous. C'est ça qui fait qu'on échoue généralement dans la vie, à plein de niveaux, c'est qu'on est concentré sur soi-même. Et du coup, quand j'ai une grande vision, j'ai la vision d'un palace, mais pas un palace pour moi. Franchement, moi, pouf, je vais un peu profiter, je vais barboter dans la piscine, puis après je vais me remettre à travailler, quoi, j'ai des choses à faire. J'aime pas être complètement oisif et boire des cocktails. Franchement, je peux faire ça pendant un jour, 2 jours. Allez, bon bah après, au bout d'un moment, on fait quoi là? On a des choses à faire. Ce palace, moi avec mes petits bouts de bois, moi avec certes ma santé, etc. Bon, je vais certainement y arriver ce palace, mais j'aimerais bien qu'il arrive plus vite. Parce que ce palace, il sert à autre chose, il sert à plus grand que moi. Il y a des enjeux. Donc, qu'est-ce que je fais? Je regarde autour de moi et je regarde qu'est-ce qui peut accélérer ce processus? Comment est-ce que je peux avoir plus d'énergie? Quelqu'un peut m'aider, me donner des informations sur comment augmenter mon niveau d'énergie, ma posture, me dire en fait, tes muscles ils fonctionnent comme ça. Oh merci. En fait, dans sa responsabilité, on va récupérer toutes les aides qui existent. On va utiliser un coach. Beaucoup de gens vont voir des coachs sportifs et disent s'il te plaît, sauve-moi, là je suis en obésité morbide. Sauve-moi. Le coach il va dire bah qu'est-ce que tu veux que je te fasse? C'est à toi de faire le travail. Une personne obèse devient extrêmement fit parce qu'elle regarde le coach et elle dit tu sais des choses, donne-moi ton regard, donne-moi tes informations que je les utilise. Je suis limitée parce que je n'ai pas ces infos, parce que je n'ai pas ce regard. Mais c'est moi qui fais le travail. Donc tout ce système d'aide, on peut parler de la CAF, des aides au logement par exemple. On peut se dire, bon bah là, mes revenus sont tels qu'ils sont aujourd'hui, je regarde la réalité. Frontalement, mes revenus sont de temps, j'ai besoin d'un toit sur ma tête, etc. On peut se dire, ok, j'ai pas assez de revenus pour vivre dans des conditions décentes. Ça me motive à augmenter mes revenus pour vivre dans une condition décente. On peut complètement dire, la CAF, ça ne me concerne pas. De toute manière, on n'a pas d'obligation d'avoir recours à la CAF. Tout le monde n'est pas allocataire à la CAF. On n'est pas allocataire parce qu'on est. On est en ayant un numéro de sécurité sociale, ça c'est sûr. C'est un numéro d'identification qui va ensuite être utilisé, mais on n'est pas allocataire par défaut. Ou alors on peut se dire, là j'ai plein de choses à faire en ce moment, je suis en train de faire avancer mes projets. Pour le moment, je sais pas dans mon optique d'augmenter mes revenus, donc je vais aller chercher toutes les aides qui existent pour me mettre dans une situation confortable. Et après, une fois que j'aurai réglé tous ces sujets-là, sujets de santé, etc., peu importe mes contraintes qui m'empêchent de faire plus d'argent, une fois que ça sera réglé, je vais récupérer toutes les aides. Une fois que ça sera réglé, je vais me mettre à faire plus d'argent parce que je vais créer de la valeur, parce que je serai dans cette dynamique-là d'abondance. Et bizarrement, la CAF, au bout d'un moment, ils vont me dire ah bah non, vous avez plus le droit maintenant. Vous êtes trop riche. Et c'est ce que je dis généralement aux artistes qui sont intermittents du spectacle. Parce que l'intermittence du spectacle, c'est un statut de chômage. Ils me disent oh là là, mais si d'un seul coup je facture autant et que j'ai autant d'argent, quand je vais déclarer à France Travail, ils vont me dire bah là je vais plus te verser tes intermittences. Et je leur explique, votre but, c'est pas votre but principal, mais un but annexe. Ça doit être de ne plus avoir droit à l'intermittence.
Parce que c'est une béquille. C'est normal de donner une béquille à quelqu'un qui a une jambe dans un plâtre. C'est de la bonté presque. Moi, les hôpitaux, ma vision des hôpitaux, je les appelle pas des hôpitaux, je les appelle des maisons de bonté. Dans ma vision du futur. On a tous envie d'aller dans un hôpital et de dire ah, mais je vais t'aider, je vais t'apporter de l'amour, etc. Dans cette vision-là spirituelle. C'est de la bonté de donner une béquille à quelqu'un qui a un pied dans le plâtre. Mais quand le pied est guéri et que quelqu'un garde le plâtre, parce qu'il se dit: «Oh là là, mais si je sors mon pied du plâtre, peut-être que je vais me le cogner contre un meuble, donc je vais garder mon plâtre. Donc du coup, je vais garder ma béquille», parce que bah, c'est pas pratique de marcher avec un pied dans le plâtre, sans béquille. Là, on sent qu'il y a quelque chose qui est pas aligné, qui est pas c'est pas sain. Sors ton pied du plâtre, il va moisir et lâche cette béquille. Ça suffit, tu sais marcher. Oh enfin, c'est indigne de toi. Il y a un peu de colère qui arrive, bon, mais enfin. C'est la même chose avec les aides sociales. On sait que c'est pas sain d'avoir comme objectif de toucher des allocs. C'est bizarre comme objectif, c'est pas digne, c'est pas noble, c'est pas à la hauteur de l'humain qu'on est. Mais ça ne doit pas non plus, ces allocations, devenir quelque chose qu'on se dit: «Non, je ne veux pas, c'est indigne de moi de toucher des aides, c'est indigne». Laureline Solaire disait quelque chose de très beau, elle disait: «C'est faire preuve de grandeur que de demander de l'aide quand on en a besoin». Mais c'est extrêmement honorable que de recevoir de l'aide quand on n'en a pas besoin. Là, vous me proposez de me prendre dans votre voiture et de m'avancer sur plusieurs kilomètres. J'avais pas besoin, je peux aller là-bas à pied, je sais marcher. Mais par contre, oui, merci, je veux bien monter dans cette voiture et aller plus vite, plus loin, pour me rapprocher plus rapidement de mon objectif. Parce que j'ai une mission. J'ai un attachement au fait d'avancer. Et tout ce qui va me faire avancer plus vite, je le reçois avec gratitude. J'ai pas besoin de me prouver. La personne qui veut me prendre en stop, je vais pas lui dire: «Oh, t'as cru que j'étais qui? Que je sais pas marcher?» Je vais marcher, je vais suer et je vais passer des jours et des jours sur la route parce que j'ai quelque chose à me prouver. Parce qu'en fait, on enlève l'ego. On arrête de se regarder soi, on est concentré sur la direction où on va et on est très pragmatique. Moi, j'ai regardé mon corps, mes dents, j'ai été très pragmatique. Il y a aucun moment où je me suis dit: «Je les aime quand même, mes dents, on a passé des bons moments ensemble. Oh là là, mais et si finalement il se passe quelque chose?» Par exemple, j'ai un bleu là, ça se voit pas avec la caméra, mais depuis l'opération, j'ai un énorme bleu. Il est apparu d'un coup, des fois je me disais: «Mais c'est moi qui me suis tachée». Non, c'est l'opération. Je suis allée travailler avec mon bleu sur la tronche. Avant, quand je me regardais moi, j'aurais été: Que vont penser les gens? Oh mon Dieu, mais en fait, c'est pas très beau, et cetera». Non, j'ai juste dit: «C'est nécessaire, c'est un état de fait. C'est moi qui ai décidé de me faire opérer et puis ça va disparaître au bout d'un moment». Ma foi, j'ai pris ça comme un moyen. Je prends mon corps comme un moyen, je prends la vie comme un moyen, mais à chaque fois, je sais que ce qui est un moyen est aussi une fin. Mon corps a été créé par amour, mon corps est une fin. Il est bien, il est important, je le traite avec amour. La vie, c'est un moyen et tout le monde a une vision de la vie, a une conception, une croyance sur laquelle à quoi sert la vie. Ça sert à quelque chose, mais c'est aussi une fin en soi. On regarde une plante et on se dit: «Eh, c'est beau! Eh, je vais juste apprécier, je vais protéger la vie parce que c'est c'est tel que c'est important». Les choses sont plusieurs choses à la fois en même temps. Donc on peut à la fois être dans sa pleine responsabilité et recevoir de l'aide. Ça semble être contradictoire, mais c'est à cette image-là de la dualité du yin et du yang, de ces deux opposés qui dansent ensemble, le jour et la nuit, le haut et le bas, les polarités. Les polarités en fait existent et sont en harmonie ensemble. Donc pour toute personne qui est en train de guérir, d'assainir sa relation à l'administration, à l'autorité, au système, en prenant sa responsabilité, on se met aussi en ouverture, en réception. On prend les deux. On fait les deux en même temps. Et le déséquilibre va venir du fait qu'on va se dire c'est soit l'un, soit l'autre. Soit je me mets en ayant droit et j'attends, soit je me bats comme ça, je prends mes gants de boxe et c'est le système contre moi, d'où le système est contre moi. Non,
L'empouvoirment administratif, c'est pas le système contre moi, c'est le système est avec moi. J'avance dans le système avec lui. Donc forcément, je le regarde et je vois les possibilités qu'il y a. Et ça peut arriver de se dire, tiens, si je faisais des démarches, là, par exemple, j'ai un chèque énergie, je sais pas, j'ai une aide, potentiellement, si je fais des démarches, je peux recevoir de l'argent. Et de peser, de se dire, oui, mais ça va me prendre combien de temps? Est-ce que j'ai beaucoup de démarches à faire? Est-ce que j'ai beaucoup de choses à expliquer? Tout ce temps-là que potentiellement je vais utiliser pour recevoir une petite aide, est-ce qu'il serait pas mieux alloué à faire avancer mes projets? Parce que par exemple, tout ce qui est de l'ordre de la cotisation du chômage, on cotise dès qu'on a une activité salariée. Quand on arrête son activité salariée, suivant les conditions, potentiellement on peut toucher ce chômage. Mais on n'est pas obligé de le toucher. On n'est pas obligé. Si d'un seul coup j'arrête mon activité salariée et que je génère beaucoup d'argent, jamais je vais toucher le chômage pour lequel j'ai cotisé. Mais c'est pas de l'argent perdu. Je vais pas me battre en disant donnez-moi, j'ai cotisé. Ma foi, j'ai cotisé et c'est tout. Et j'avance. C'est important aussi d'avoir ce rapport à l'argent, de se dire l'argent que je débourse, qui sort de moi, il est sorti, il est parti. Comme une fontaine qui se déverse, qui est très généreuse, qui se vide. Une fontaine, ça se vide. C'est la fonction d'une fontaine. Elle se vide continuellement. Elle se vide, elle se vide, elle se vide. Pourquoi elle se vide et pourquoi c'est beau? Parce qu'elle a une conscience et une confiance et une certitude absolue qu'elle est remplie continuellement. Mais une fontaine qui ne se vide pas, elle n'est pas remplie. Il n'y a pas d'action pour alimenter en eau la fontaine parce qu'elle se vide pas, parce que du coup l'eau reste là, elle croupit. C'est moche une fontaine qui se vide pas. D'ailleurs, ça s'appelle même plus une fontaine, ça s'appelle une mare, une eau stagnante. Mhm. Le seul moyen en tant qu'être humain d'être rempli par des capacités qui se développent, par de l'amour, d'être rempli, c'est de se vider. C'est ce cycle-là. Donc, parce que je me vide, je me remplis. On est les deux, on fait les deux en même temps. Et c'est cette grande règle-là qui dit, pour recevoir, il faut donner. Quand je donne, je reçois. C'est immédiat. C'est peut-être pas immédiat matériellement, hein. On sort de l'argent, on voit moins, je sais pas combien sur mon compte en banque, l'argent est sorti. Mais au niveau des grandes règles de l'univers, du moment que je sors de l'argent, du moment que je donne, je reçois immédiatement parce que bah, j'ai un sentiment de waouh, j'ai dépensé cet argent pour moi, pour des bonnes causes. Waouh, je suis puissante, je suis riche, il n'y a que les riches qui sortent de l'argent. En termes de grand positionnement, les pauvres gardent leur argent. Un positionnement pauvre, c'est quelqu'un qui garde, qui a peur, qui en manque. Un riche, l'apanage de la richesse, c'est la générosité. Mais quelqu'un qui débourse de l'argent pour des nobles causes, à un moment donné, l'univers lui dit ah, tu utilises bien ton argent, je vais t'en redonner. Tu es un bon outil, tu es un bon pion sur l'échiquier de la vie. Tu fonctionnes bien. Bah, j'ai envie de t'utiliser encore plus, j'ai envie de te donner encore plus de moyens, je vais te remplir. Merci Camille. J'aime beaucoup cette référence au yin et au yang et comment là on voit que souvent dans toutes les sagesses profondes qui parlent des lois de la vie, il y a cette notion que c'est le dépassement des paradoxes qui fait qu'on touche à une certaine vérité. Et c'est notre capacité à naviguer à travers ces paradoxes et à trouver l'endroit où ça se complète ou même ça se renforce, il y a une synergie qui se crée, que du coup on a une certaine justesse et qu'on peut accomplir des choses dans la vie sans être dans l'excès ni dans le manque. Merci pour ce rappel aussi qui fait écho à ce que tu disais plus tôt par rapport à l'histoire du système de santé, que ça a été créé à l'origine pour les personnes qui étaient dans des états déplorables de santé et on a mis en place ces aides pour les soutenir, pour qu'ils puissent s'élever et à un moment donné, ils ont trouvé la force, ces personnes-là, de dire je veux mieux pour moi et commencer à influencer le système. Donc il y a ce mouvement de recevoir au moment où c'est opportun, au moment où c'est nécessaire, mais recevoir avec gratitude, avec ouverture, avec conscience que oui, bah là, par exemple, je me suis cassé le pied, ouais, le plâtre, merci. Et une fois que le pied est guéri, se rappeler, à la base, si j'avais eu ce plâtre, c'était pour que mon pied se rétablisse. Maintenant, mon pied est rétabli, il faut que j'aille marcher, quoi et, et utiliser ce pied. Et j'aime beaucoup aussi que tu aies vraiment appuyé, parce que quand on a abordé la notion du travail, tout ça, moi qui touche aussi une communauté qui est très sensible au bien-être et à la difficulté parfois de se reposer, je trouve précieux que tu aies partagé aussi cette notion de les choses sont des moyens, mais une fin aussi en soi.
Et donc que la vie, oui, c'est un moyen. Là, on surfe sur l'adolescence, l'humanité, on crée des choses, on va vers un mouvement, on ne sait pas où est-ce qu'on va, mais on y va. Et, et on accouche de choses et on transforme le monde. Mais être là, en vie, tout de suite, maintenant, c'est aussi une fin en soi. Et voilà, je trouvais que c'était aussi important que tu aies partagé tout ça. Donc, merci Camille infiniment pour cet épisode très riche, très nourrissant. Pour les personnes qui sont curieuses de voir ton travail, où est-ce qu'on peut retrouver ce que tu fais? Ah, pour le moment, j'ai Instagram, dans le sens où j'ai un site internet et ça fait un moment que je suis en train de le travailler, donc pour le moment, si vous voulez, travailler avec moi, prendre contact avec moi, découvrir mon travail, c'est mon compte Instagram. Donc c'est mon prénom tiré du bas, mon nom de famille, Camille tiré du bas Puip sur Instagram. J'ai un Linktree qui mène aux différentes offres, d'actualité, voilà. J'ai une formation en ligne qui est une formation que j'ai appelée, maître du jeu administratif. C'est ma formation d'entrée. C'est plusieurs vidéos et en totalité ça fait 2 heures. C'est entre gros guillemets 2 heures qui résument la première année de fac de droit. Ce sont les bases fondamentales du droit que personne n'a, parce que personne n'a fait une première année de fac de droit sauf des juristes, et parce que du coup personne n'a ces bases, tout le monde galère. C'est très logique, je veux dire. Si on n'a pas les fondamentaux, on galère avec tous les éléments très complexes qui se sont construits sur ces fondamentaux. Donc pour tout entrepreneur, c'est extrêmement nécessaire que d'avoir ces bases. Donc c'est une formation en ligne, elle est accessible, voilà, 24 heures sur 24, vous l'achetez, vous l'avez à vie. Et j'ai un accompagnement collectif qui s'appelle Empouvoirment administratif. Et là, c'est pour les personnes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Et je précise dans le système d'auto-entrepreneuriat. J'accompagne vraiment pas juste des porteurs de projets, mais des personnes qui incarnent et qui agissent à titre individuel, qui créent personnellement des choses. Et c'est un accompagnement de plusieurs mois où en collectif, j'accompagne ces futurs entrepreneurs ou ces jeunes entrepreneurs ou ces vieux entrepreneurs qui ont envie de récupérer toutes ces notions-là après avoir, vécu, maintes galères administratives, il est jamais trop tard, à du coup apprendre à maîtriser tous les aspects administratifs, c'est très holistique. Ça part des aspects, juridiques, légaux, mais aussi comptables, social, fiscal. Voilà, OK, maintenant on maîtrise vraiment tout cet aspect administratif et c'est très axé sur quel est le projet, qu'est-ce que mon activité fait très précisément. J'accompagne vraiment des personnes qui ont une vision innovante, pas pour toutes, hein, tout le monde n'a pas cette ambition, mais qui peut-être juste sont en train de révolutionner une industrie. Ceux qui révolutionnent l'industrie dans laquelle ils sont, parce qu'ils amènent leur vision, ils amènent qui ils sont, ou alors qui carrément créent des industries. Et là, on voit ça dans les nouveaux systèmes d'énergie, et cetera. Ça peut paraître grand de dire: «Je crée une industrie», mais en fait, c'est ce qui se passe, tous les jours. Bon, ça part toujours d'une seule personne. Donc c'est un accompagnement donc qui mêle à la fois vraiment quelque chose qui est très concret, hein, le juridique, c'est quoi les règles, c'est quoi la réglementation. J'explique le sens de cette réglementation et en même temps, il y a cet effet de groupe, de soutien et il y a un travail sur le mindset, sur le positionnement du chef d'entreprise, parce qu'on ne peut pas remplir ses obligations légales, réglementaires, en ayant un positionnement d'ayant droit et un positionnement de salarié. On a besoin de se mettre au bon endroit et du coup, en se mettant en harmonie avec le droit, on a besoin de se transformer soi. Et j'ai remarqué qu'un groupe, quand on travaille tous ensemble et qu'on se transforme personnellement au sein d'autres personnes qui se transforment aussi, beaucoup plus efficace que quand on le fait tout seul. Donc ce groupe-là, cette première session va commencer en janvier 2026. Donc là, les inscriptions sont ouvertes. En ce moment, il y a un prix pré-vente à moins 50%. Donc toutes ces informations-là, vous les avez sur mon compte Instagram. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, vous voulez qu'on échange, ça sera avec grande joie. Je suis très active dessus. Donc voilà, merci, merci Céline de me donner l'opportunité de transmettre ces connaissances-là. C'était que du bonheur, j'ai pas vu le temps passer, même si je l'ai vu passer, je me suis dit: À on chaque fois aura qu'on besoin converse, oui. d'un autre, À chaque fois qu'on converse, on se fait la remarque, c'est difficile de contenir dans un espace-temps réduit toute la richesse, toutes les nuances aussi de ces grands sujets, en fait. Et, ce que je trouve vraiment intéressant quand tu présentes tes services, c'est de voir, en fait, que
Ce qu'on a abordé aujourd'hui par rapport au fait qu'on est, dans cette époque, de l'adolescence et qu'il y a cette énergie révolutionnaire en cours et tu parles d'accompagner des entreprises innovantes. Ça sent vraiment qu'il y a un alignement aussi, une cohérence entre, cette vision du monde et toi, comment tu veux accompagner, et surfer sur ce mouvement-là et prendre ta part, toi aussi là-dedans et aider les autres à prendre leur part. Merci beaucoup Camille pour ta présence. Ça a été un bonheur de t'écouter et de converser avec toi. Et je te dis à une prochaine dans un autre espace et peut-être dans un nouvel épisode. Et à toutes les personnes qui ont écouté, si vous avez envie de réagir, rejoindre la conversation en commentaire aussi, poser des questions, voilà, continuer à alimenter la réflexion, et ben ce sera avec plaisir de lire vos partages. Prenez bien soin de vous tout le monde. À une prochaine.